Dans le fond, j'ai fini mon bac, puis l'année d'après, j'ai comme parti ma compagnie de théâtre. OK. Puis j'ai réussi à me trouver une agente. J'ai comme commencé à travailler. Puis vu que j'avais fait comme l'UQAM, ben, tous mes amis en cinéma puis en télé, ils m'engageaient dans leurs films, dans leurs trucs. Ouais. Fait que je me suis fait full d'expérience. Je fais full de clips à l'époque. Oui, à l'époque où il y avait des clips. Ça, il y en a plus. T'as fait les 3 accords avec Lucas Lemay. Oui! T'étais-tu avec lui en télé? Non, mais même affaire que Alec, on était au même 15 jours. Ah, OK, ben oui, il est tellement fin. Encore une fois, j'ai genre manqué de 1 an. Puis, Ah, OK, ouais, ben oui. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ouais, j'ai fait des clips, puis après ça, j'ai fait une pièce de théâtre, un monologue, puis ça a comme super bien été. Puis là, comme ça, je me suis trouvé un agent, puis j'ai comme commencé à travailler avec ça. Fait que là, OK. à un moment donné, j'étais comme, ben peut-être que j'en ferai pas d'école. Ça va, tu sais, j'avais comme déjà mes bases, puis comme de fait 2 ans après, je décrochais mon premier rôle télé. Fait que j'étais comme, c'est bon, on y va, dans Fait divers. OK. Fait que, ben, tu sais, j'avais fait des petites gigs avant, là, mais c'était comme ma première grosse gig. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, je pense que je vais continuer sur cette lancée. Puis là, ben, je me suis comme formée en le faisant. Ce qui est bien, fait que je suis comme autodidacte, mais en même temps, il y a comme, en tout cas, on en reparlera, là, du sentiment d'imposteur, puis du manque de pratique. Tu sais, quand j'ai commencé, j'étais tout le temps la vraie vie, puis j'ai pas fait d'école où je pouvais me planter. C'est ça qui est le fun avec l'école. Je comprends. Mais en même temps, j'ai une vision aussi différente, puis je peux multitasker comme peu de comédiens savent le faire parce que j'ai fait ça toute ma vie, genre. Fait que je peux écrire, je peux. Ah non, oui, mais tu sais, je peux pas multitasker, mettons. Non, mais pas pendant que je joue, mais. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. J'ai d'autres branches à mon. À ton arc. J'ai d'autres cordes à mon arc. Ouais. J'allais dire d'autres branches à mon arc, ça marche pas. D'autres branches à mon arbre. C'est peut-être ça que je voulais dire, je sais pas. Puis ça t'a mené à beaucoup de choses, dans le fond. Ouais. Puis l'écriture, ben ça, on y viendra, mais comme l'écriture là-dedans, ça s'est inscrit où? J'ai fait mon certificat. Ben, j'avais un. C'est drôle, j'ai une bonne anecdote pour ça. Je sais pas si tu veux la garder pour le podcast. Ben, c'est commencé. Hein? Ah, c'est commencé déjà? Non, mais je me suis dit, si on est. Je sais pas, y a-tu une intro formelle? Non, je fais jamais d'intro vraiment formelle ou très, très, très rarement. Okay. Salut, Marco. Allô, Marco, Daphné. Enchantée. Symphonie pathétique. C'est une référence à Tchaïkovski? Oui. Okay, oui, qu'on adore. Mais on cherchait un titre, puis c'était difficile de trouver un titre. Oui. Puis c'est une symphonie qu'on adore, moi puis Lisandre. Et c'est aussi une peinture. Quand j'étais jeune, j'étais allée au musée. Puis mon premier contact avec l'art, genre visuel, c'était une peinture de Marc Aurèle Suzor-Côté qui s'appelait Symphonie pathétique. Puis c'était juste comme une femme de dos qui était comme contemplative. Puis j'avais eu comme un... Ouais, c'est quand j'étais renversée, j'ai été complètement... un wow. Ouais, un gros wow à genre 16 ans. Là. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça l'art. Ah, c'est tellement beau. Puis là, ça m'avait vraiment marqué. Puis cette peinture-là m'était vraiment restée en tête. Puis un soir, je sais pas, j'étais avec Lisandre, on cherchait des noms. Puis là, on parlait de symphonie qu'on aimait. Puis elle m'a dit, tu sais, la symphonie pathétique. J'ai dit, oh mon Dieu, symphonie pathétique. Puis là, on a dit. Puis ça marchait dans le contexte de ces 2 filles qui veulent faire quelque chose de tellement grandiose, mais qui finalement est hyper pathétique. Fait qu'on trouvait que c'était un bon oxymore. Je sais pas si ça se dit, c'est un oxymore? Je sais pas. Ah, jugez-moi pas, je sais pas si je dis le bon mot. Mais une genre d'antithèse ou un. Ouais, une antithèse. C'est comme un peu aux antipodes. Ouais, oui, c'est ça. 2 mots antipodes. C'est exact. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être oxymore aussi. Mais je pense qu'oxymore, c'est genre monter en haut ou quelque chose. C'est comme non, quand tu répètes un mot. Ah non, c'est du pléonasme. Pléonasme. Ah oui. Ouais, bref. Les cours de français sont loin. Ouais, c'est ça. Ils seront déçus de nous, nos profs. C'est pas grave. Ouais. On n'est plus à l'école. On est ici pour jaser de ton parcours, en fond, puis de tes inspirations artistiques, puis de ton futur artistique. Tu sais, comme qui est-ce que tu es en tant qu'individu. On va essayer de tracer, toi, c'est quoi ta ruée vers l'art. c'est stressant, je suis comme mais non, mais c'est pas stressant, mais non, mais c'est comme je te disais au téléphone, parce qu'on s'est parlé un petit peu. C'est que tout le temps introspectif des podcasts, il y a quelque chose de je suis comme mais c'est vrai, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est comme si je me pose pas souvent pour avoir un regard sur l'ensemble de ma carrière. Puis je fais plein d'affaires différentes. Puis des fois, je me dis, mais mon Dieu, que j'ai pas de ligne directrice. Fait qu'on va jaser dans tous les sens. Mais est-ce que je me trompe ou tu fais preuve de beaucoup de métacognition dans la vie? Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, absolument. Oui. Je me trompe-tu ou? Non, tu te trompes pas. Okay, J'en parle avec ma psy. OK. Oui, absolument. OK. D'avoir du recul sur ses propres pensées, sur sa propre façon de penser. Oui, beaucoup. Et j'ai une pensée en arborescence, donc il y a beaucoup de trucs qui se place souvent en même temps, sur lequel des fois, il faut que je me pose puis que je fasse OK, il y a eu ça, puis ça, puis ça. Fait que j'ai la jasette facile, fait qu'on va voir ton heure et demie facile. C'est parfait.
t'as vraiment beaucoup de projets, on le disait avant de vraiment officiellement commencer, full multitasking, là, full polyvalente. Fait qu'on va revenir en arrière. Je suis content que tu aies mentionné un peu ton première approche avec l'art ou avec ton premier wow, là, cette peinture-là. Ouais. Ça a été quoi, même avant ça, la première fois que tu as comme touché à l'art? Parce que tu me disais que tu faisais du théâtre. Oui, aussi, je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune. Mais comme en tant que spectatrice ou en tant que comme artiste? Hey, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que je vais commencer par spectatrice parce que ça initie souvent à vouloir... Mais je pense que c'est la lecture. Okay. Parce que je lisais vraiment beaucoup. J'étais comme abonnée au club de lecture de ma bibliothèque. Puis je lisais, puis c'était vraiment mon truc. Là. Je dévorais les livres quand j'étais jeune. Fait que les bandes dessinées aussi. Mes parents avaient une collection de BD de comme 2000 BD. Hein? 2500. Ah, ils seraient pas contents de moi. Je sais plus le chiffre. Ils sont bien impressionnés du chiffre. Hey, peut-être 3000, peut-être 4000. Je sais plus combien de BD on a, mais on a un gros mur. Okay. Ils avaient récupéré ça d'un incendie à un moment donné d'une bibliothèque, puis ils ont séché page par page, puis ils ont commencé leur collection comme ça. Puis ils ont continué, puis dans les marchés aux puces, ils ont tout complété. Fait qu'on a plein de séries. Fait que les bandes dessinées, c'était vraiment mon premier contact là, avec l'art en général, je pense. Puis le cinéma, ma mère est très cinéphile, les vieux films surtout. Puis c'est ça, là, on va en parler forcément, mais ma mère est clown. Fait que c'est sûr que ça teinte beaucoup de choses dans ma vie, d'avoir une mère clown. C'est fou, ça. Mais attends, juste revenir un peu en arrière. Pourquoi tes parents, ils collectionnent les bandes dessinées? Passion. Mais tu sais, je descends pas du voisin. Là. Mes parents, c'est des passionnés, puis c'est vraiment des tripeux. Là. C'est vraiment des tripeux. Là. Mes amis, moi, on a une expression du temps des tripeux, c'est vraiment le monde qui tripe. Là. C'est comme, tu sais, en camping, tu le sais, c'est qui les tripeux puis c'est qui les pas tripeux. Oui, là. Tu le sais tout de suite. Mais en même temps, mes parents, c'est deux tripeux. Là. Fait que c'est sûr que. Dans la vie en général. Dans la vie en général, mais surtout avec leur passion. Il y avait une collection de roches, collection de thym. À un moment donné, mon père a fait une collection de jeux de société. Mon père faisait, à un moment donné, il avait un trip de faire des maquettes de reconstitution historique de Nouvelle-France, de scènes de la Nouvelle-France. Hein? Il était passionné par ça. Fait qu'il s'est mis à faire des maquettes. Puis à un moment donné, il dit, je vais faire la plus grande maquette historique de la Nouvelle. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait que genre peut-être 5-10 ans, genre. Puis il s'est dit, je vais faire la plus grande maquette historique de la Nouvelle-France. Puis c'était son trip, là. Il allait faire ça les fins de semaine. Puis il achetait des petits bonhommes, il peinturait, ils installaient. Il coulait voyons. C'est le truc transparent, là, d'époxy, là, pour faire de la fausse eau. Puis, fait que, tu sais, mettons, aussi, c'est mon père qui est très créatif, puis il a eu plein de trips peinture, tout ça. Puis ma mère, elle est plus dans la collection, puis elle peut passer des fins de semaine complètes à juste réorganiser sa collection de films. Parce qu'elle a encore des DVD. Oui. Non, mais c'est une bonne chose. Absolument. Moi, c'est une bonne chose d'avoir des objets physiques. Vraiment, tu sais, quand je vais chez ma mère choisir un film, on regarde dans la bibliothèque, puis c'est le fun, là, tu sais, d'avoir ce choix-là qui est pas digital, là, qui est comme analogue. Tu vis de l'expérience quand c'est tangible, tu sais, tu le prends, tu l'installes dans le DVD ou dans le Blu-ray. Puis, fait que c'est sûr que d'avoir des parents comme ça, on a vraiment baigné dans l'art quand on était jeunes. Ouais. Puis t'as des frères ou des sœurs? Ouais, on est 4. OK. Puis j'ai un demi-frère, mais comme ma mère s'est remariée, puis c'est comme mon demi-frère. Okay. Mais pas de sang, mais d'alliance. Mais on est 4 enfants, fait qu'on a grandi ensemble, OK. Fait que wow, OK. Je savais qu'on aborderait déjà plein de sujets, mais là, j'ai en tête plein de choses. La bande dessinée, ce qui, mettons, te captait le plus initialement, c'était-tu les histoires ou les dessins, le visuel, le mélange des deux? C'était vraiment un mélange des deux. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que c'était aussi beaucoup l'Europe. OK. Je pense que les villages de France ou de Belgique qui étaient illustrés m'attiraient vraiment beaucoup. J'adorais aller dans le Vieux-Québec quand j'étais jeune. J'étais comme, mais pourquoi la vie est pas belle comme ça? Ah ouais. Fait que je pense qu'il y avait aussi les paysages, il y avait ça, mais il y avait, c'est ça, les histoires, les dessins, les univers. Tu sais, j'avais des collections que j'aimais vraiment, vraiment spécifiquement. Beaucoup. Puis je pense que c'est comme un mélange de littérature puis de cinéma, puis en même temps, ça, tu sais, l'espace entre les cases, c'est toi qui le remplis dans ta tête, tu sais. Fait que c'est sûr que t'as quand même un apport créatif toi-même en tant que lecteur, tu sais, que tu peux t'imaginer la suite. Fait que je sais pas, c'est peut-être ça la genèse de tous ces médiums auxquels je touche. Oui. Un peu comme, ça me fait tout de suite penser à l'œuvre peinturée que t'as décrit, que c'est comme une femme de dos contemplative. Ouais. Tu imagines clairement
ce à quoi elle pense. Ben oui, c'est l'espèce de mystère. Tu le complètes, cette histoire-là. Je me le projetais peut-être dedans aussi, tu sais, puis il y avait quelque chose de mystérieux. Fait que de compléter peut-être l'œuvre. J'aime ça quand on m'en donne pas trop. OK. Quand c'est comme, t'as le temps de respirer puis t'as le temps de t'imaginer la suite, c'est le fun. Fait que, ouais. Super. Bon, ben écoute, on va commencer avec ta mère, clown. Ouais. Je viens de faire mon choix. Vas-y. Justement, t'as l'aspect passion, collection de ta mère, mais tu la vois être clown. Elle a été toute sa vie. De ce que j'ai compris, toute sa vie. Ma mère, elle a fait le elle voulait être comédienne à la base. Elle a fait le conservatoire de théâtre de Québec. OK. Elle a fait comme 1 an ou 2. Puis après, elle a comme travaillé genre au YMCA. À l'époque, c'était pas comme juste un centre sportif, là. C'était comme plus un truc communautaire. Puis elle a commencé à faire du clown avec ses amis du conservatoire. Puis elle a vraiment une passion pour ça. Puis elle s'est comme lancée là-dedans, all-in. Puis elle a jamais regardé en arrière. Puis elle s'est dit, elle a trouvé son clown, c'était Greluche le clown. Puis elle s'est juste lancée là-dedans. Puis elle a fait ça toute sa vie. Ça fait... j'ai perdu le fil. Quand je faisais mon film, ça faisait 36 ans. Après ça fait 40 ans. Puis là, ça doit faire 3-4 ans que j'ai filmé ça. Fait que ça doit être 45 ans peut-être de clown. C'est ça, hein? Je le calculais parce que j'ai fini par l'écouter aujourd'hui. Puis je m'en dis, ça fait 40 ans. Peut-être 42. Est-ce 40 ans? Non, c'est parce que j'ai filmé sur 5 ans. Fait que là, j'étais un petit peu... Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel moment elle a dit ça. 2 ans, j'ai fini. Fait que là, je sais plus les calculs, mais... En tout cas, un peu en haut de... Entre 40 et 45 ans de clown. C'est ça. Puis ça a été quoi? Ben, comment, en fait, pour toi, de grandir avec une mère qui est clown? Parce que, il y a plein de choses dans ma tête, mais il y a souvent les enfants ont peur des clowns. Ou genre, les clowns, c'est comme une idée un peu... Ben, comme tangible, mais abstraite d'un personnage que tu ne connais pas, mettons, tu sais. Parce que, je veux dire, dans ma famille, on est tous un peu des clowns, mais je veux dire, on est... Oui, le personnage du clown est mystérieux à quelque part. Ouais, c'est ça. T'as bien compris ce que je veux dire. Puis souvent, c'est pas nécessairement quelqu'un que tu connais qui fait le clown. Fait que là, c'est pour toi... C'était bizarre un peu. Mais c'est comme si... Mais ma mère avait comme... Par exemple, nos fêtes d'enfants, elle voulait pas être en clown. Elle était comme, non, je suis là en tant que mère, je suis là en tant qu'Isabelle, tu sais, je m'occupe de mes enfants. Puis on était comme, on veut qu'elle soit clown. Mes amis voulaient donc bien que ma mère soit clown à ma fête, mais elle voulait pas. Je pense qu'elle l'a fait une fois là, pour nous faire plaisir. Puis, mais c'était comme bizarre, parce que c'était ma mère déguisée en clown. Tu sais, fait que le clown, j'y croyais pas. Peut-être que ça m'a rendu hyper sceptique, en fait. OK. Parce que la magie était pas là. Tu sais, la même magie que les autres enfants. Moi, je voyais la femme derrière le clown. Le soir, on allait faire l'épicerie en clown. Après sa job, elle venait chercher à l'école en clown, tu sais. Le soir, elle se démaquillait pas tout de suite. Elle préparait le souper. Fait qu'il y avait un clown qui me faisait à souper. Fait que c'est sûr que j'avais pas l'espèce de même magie que les autres enfants avaient peut-être. Tu sais, j'ai jamais cru au Père Noël. J'ai jamais... Peut-être que ça m'a fait sortir de l'enfance trop vite d'avoir une mère clown. Ah, mais ça, faudrait que j'en parle avec ma psy. J'ai jamais abordé sous cet angle-là, mais c'est intéressant. Mais ouais, je pense c'était bizarre à certains égards, puis en même temps, c'était génial. Tu sais, il y avait quelque chose de tellement différent. Mais enfant, c'était vraiment cool. Tu sais, elle venait à mon école faire des spectacles, puis j'étais comme, c'est ma mère. Tu sais. Puis, mais adolescente, j'étais... honteuse? Rouge de honte. Okay, mon Dieu. Quand elle venait en clown me chercher à l'école, j'étais genre, je peux pas. Tout le monde était comme, clown. Puis là, tu étais à l'adolescence. Je pense que j'avais assez de personnalité pour me faire accepter quand même. Là. Je me faisais pas écœurer à l'école parce que ma mère était clown. Là. Tout le monde trouvait juste ça drôle, mais genre, j'étais comme, cache-toi, puis va me chercher là-bas. Puis des fois, elle m'avertissait, ouais, mais là, j'étais en clown. J'étais comme, attends-moi à un coin de rue, genre. Avec beaucoup de respect, maman. Non, mais tu sais, t'as 14 ans, t'attends l'autobus avec ton kick, là, puis là, t'as ta mère clown qui vient, genre, te chercher finalement. C'est comme, tu veux pas vivre ça, là, je sais pas, là. En klaxonnant comme un clown. Quasiment, tu sais. En fait, c'est que tu veux pas attirer l'attention quand t'es adolescente tant que ça, ou tu veux l'attirer toi, tu sais, pas ta mère clown, tu sais. Puis tu veux que ce soit positif, puis pas ridicule. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle adorait ça, là, venir nous chercher en clown, ça la faisait mourir de rire. Là. Elle était comme, ben là, j'en viens de la job. Là. Fait que c'est sûr, c'est ça. Fait que c'est drôle parce que d'un côté, c'était super d'avoir une mère qui a une carrière vraiment atypique puis qui a comme une vision aussi de la féminité complètement différente. Puis en même temps, de l'autre côté, c'était weird parce que ça fait que quand j'étais jeune, ben moi, j'y croyais pas à tout ça, genre, parce que j'avais l'autre côté de la médaille. Mais... Ouais, je comprends ce que... Mais je suis quand même curieux quand tu dis une autre vision de la féminité ou autre. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête? Ben, c'est que ma mère est extrêmement féministe, là, ça c'était super. Puis tu sais, de se dire que
tu sais, t'as vu Greluche, là, c'est un clown qui s'assume, puis qui prend de la place, puis qui a pas peur d'exister. Puis je trouve ça super. Puis je trouve qu'il Tu fais pas des petits pas en rentrant comme certains clowns, puis là, ils regardent. Non, tu sais, elle est là, puis elle prend toute la place, puis elle est out there, puis elle s'assume là-dedans. Puis la même chose aussi, pour revenir un peu à la question, c'est que, tu sais, ma mère et son clown sont indissociables, genre. Fait que, tu sais, même si j'ai jamais connu ma mère autrement que Greluche et Isabelle ensemble. C'est vraiment un personnage qui fait partie d'elle. Puis le fait qu'elle ait assumé ça, cette flamboyance-là, moi, il y a quelque chose d'extrêmement féministe là-dedans, je trouve. Puis de beau. Fait que j'avais un modèle aussi de genre, tu sais, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. On s'en fout du regard des autres. Genre, on s'en fout. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi en m'en foutant du regard des autres, vraiment. Puis encore aujourd'hui, ça me sert beaucoup, cet apprentissage-là qu'elle me légué. Fait que c'est quand même un point positif. OK. Mais, OK, nice. Fait que c'est ça, c'était ça sa job. J'étais pas sûr en écoutant le film que t'as fait si c'était un genre de sideline. Non, ça avait juste. Une fois de temps en temps. Elle a vécu sur le seuil de pauvreté toute sa vie. Moi, on n'était pas riches. On était vraiment pas riches à la maison. Là. Ma mère était clown, puis elle avait 4 enfants. Ouais. Elle gagnait genre 20 000 par année quand on était jeune. Là. C'était pas beaucoup. Au début, elle faisait des fêtes d'enfants. Puis là, ça l'avait comme trop brûlé. Elle faisait comme des burn-out. Parce que là, t'arrives, puis t'as 4 enfants à la maison aussi. Là. Puis qu'on invite des amis tout le temps. Fait qu'il y avait tout le temps 600 enfants à la maison au moins. Fait qu'elle était comme très fatiguée. Fait qu'elle a arrêté pendant un bout. Puis depuis, elle fait juste des spectacles dans les écoles, dans les bibliothèques. Elle fait aussi des animations, tu sais, l'heure du conte. Elle en fait beaucoup. Puis ça, en en Isabelle. Tu sais, elle est animatrice en littérature jeunesse aussi. Tu sais, elle reçoit des livres des maisons d'édition, puis elle les raconte dans les écoles, dans les bibliothèques. Fait qu'elle complémente plein de choses aussi à sa pratique de clown, mais c'est le clown qui a été, tu sais, qui a traversé l'été à genre des clubs de lecture aussi. Tu sais, elle fait plein de choses, mais le clown, c'est vraiment son main, sa plus grande fierté aussi, le professionnel. Ouais. Puis, à quel moment tu t'es dit, hey, je veux faire un court-métrage sur ma mère? Ça a été quand l'étincelle? Je voulais faire de quoi? J'avais comme une pulsion de faire un film. J'ai étudié en scénarisation à l'époque. Puis j'arrêtais pas d'écrire tout le temps sur une fiction, sur une mère clown puis sa fille comédienne. J'étais comme, il y a de quoi d'intéressant là-dedans, tu sais, il y a une dynamique. Puis ma fiction, je pense, de fin... En tout cas, une fiction que j'avais écrite dans le cadre de mes études, c'était ça. Puis je trouvais tout le temps qu'il manquait quelque chose. Puis je trouvais comme, Puis j'étais à Regard, au Festival Regard. Puis j'ai juste vu une projection dans laquelle il y avait un documentaire super simple d'un genre de portrait, là. Mm-hmm. Puis j'ai fait j'ai comme eu une révélation pendant la projection. J'ai dit, mais mon Dieu, il faut que j'arrête de faire de la fiction avec ça. C'est un documentaire que j'ai. Puis je pense que notre relation se suffit. Puis ma mère en soi se suffit. Puis je pense que de la magnifier en personnage fictionnel, ça va enlever toute la richesse de ce qu'elle est vraiment. Fait que je suis mieux d'en faire un documentaire. Puis c'était comme moins intimidant aussi de me dire, OK, je saute derrière la caméra. Puis c'est moi qui l'ai monté, je l'ai produit, j'ai fait beaucoup de choses dans ce film qui est finalement super artisanal. Là. C'est un gros trip que je me suis payé parce que j'ai tout payé ça de ma poche pendant comme 5 ans. J'ai pas eu de sub, j'ai pas eu rien. J'avais appelé un ami, puis on y allait avec son équipement. Il venait avec moi. Au début, il était avec moi dans le projet, puis à un moment donné, il est parti parce qu'il y avait des problèmes de disponibilité puis de santé. Fait que j'ai comme continué tout seul. Puis là, j'avais trouvé un monteur. Puis là, finalement, j'ai dit, je pense qu'il faut que je le monte, mon film. Fait que là, il y avait comme un désir aussi de... J'aime ça patenter des affaires. Là. Fait que là, ce film-là, c'était comme un... Ouais, c'était comme un gros trip artisanal là, que j'ai vraiment aimé. Là. Il file pas tant patenté. Ben merci. C'était difficile d'en arriver là, mais oui. Par bout, j'étais comme, c'est un choix qui, mettons, rapproche de l'authenticité, mais j'ai pas senti que c'était par simplicité. Non, mais tu sais, c'est que je voulais plus aller le patenter dans les codes, mettons, du cinéma direct, cinéma vérité, tu sais, de vraiment juste amener ma cam puis parler avec ma mère puis de pas vraiment... Puis en même temps, j'ai essayé aussi d'aller chercher des codes un peu plus stagés, de remise en scène un peu à la Ulrich Seidel. J'aime bien le plugger, j'aime bien ce qu'il fait, c'est un documentariste. Il fait un super film In the Basement. Puis il remet souvent ses sujets en scène, puis je trouvais ça super intéressant de la mettre aussi dans mon point de vue à moi, tu sais, les scènes en 4 roues, les scènes en... Où, tu sais, je lui dis, OK, ben aujourd'hui, tu vas mettre... Parce qu'elle fait souvent ça, là, mettre ses toutous sur la corde à linge. Quand elle 2 fois par année, elle les nettoie parce que c'est toutous d'animation. Puis j'avais dit, là, tu vas garde-les on va le faire pour le film. Fait que je la remettais en scène quand même dans des trucs qu'elle faisait du quotidien. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'elle ferait de toute façon. Exact, ça. Puis aussi des moments où je faisais juste mettre la caméra puis lui parler pour avoir un peu de naturel puis d'authenticité.
Mais c'est ça, Guillaume avec qui j'ai fait le film, puis après ça, j'ai eu Raphaël Ouellette qui était qui était mon ex, là. À l'époque, on était ensemble, fait que c'était mon chum qui venait m'aider avec sa caméra, là, mais qui est un super bon DOP, tu sais, c'est un des grands réals quand même. Il fait beaucoup de pubs, c'est un bon réal de pub, puis un bon DOP, fait qu'il m'a beaucoup aidé à faire des belles images aussi. Puis Guillaume aussi, vidéaste, il a beaucoup d'expérience, fait que tu sais. Puis j'ai été super bien entourée aussi. Fait que c'est pour ça que ça a pas l'air si artisanal. Puis que là, on a une belle vie en festival avec le film. Il y a quand même une belle réponse. J'ai gagné des petites mentions spéciales. Fait que ça se passe bien, mais c'est une belle surprise parce qu'honnêtement, moi, je voulais juste le faire. J'avais pas d'attente. C'était juste le trip de patenter quelque chose. Puis bon, il y a tout l'aspect aussi personnel avec ma mère. Là. Je voulais peut-être lui dire certaines choses à travers l'art. Tu voulais, comment? Ah, tu voulais lui faire dire certaines choses. Ouais, ben essayer de la comprendre puis lui dire moi aussi des choses un peu indirectement. Là. OK. Une genre de lettre d'amour, là, un hommage peut-être. OK, oui. C'est ça. Ça, je pense que ça se sent dans le film. Là, oui. Moi, il y a la scène de l'appel à distance que j'ai quand même trouvé. Oui, ça, c'était la pandémie, drôle. OK, c'est ça. Mais ça a comme coupé le flow, puis j'étais full surpris de ce choix-là. Mais j'ai comme fait, non, il y a quelque chose de tendre, il y a comme quelque chose justement, d'authentique, mais c'était comme, hey, là, c'est tellement du vrai documentaire que comme non, là, c'est rien de stagé, ouais. Rien de stagé, là, tu sais, Mais parce que le film a pris, tu sais, au début, j'avais vraiment. En fait, ce que j'ai monté, c'est pas mal en ordre chronologique de ce que j'ai tourné. Fait, au début, je savais pas trop j'allais où avec ça. J'avais pas de scénario. J'allais juste filmer des affaires, des bouts d'entrevue. C'était pas vraiment structuré. Puis en plein milieu, pendant la pandémie, j'ai eu comme eu le temps de me poser puis de regarder ce que j'avais puis me dire, OK, mais je vais aller où avec ça? Puis là, c'est là que j'ai comme intégré l'idée d'on refait le décor, on fait le dernier épisode, on fait une espèce de mise en abîme de ce que je suis en train de faire avec ton émission. Là, les gens qui n'ont pas vu comprendront pas de quoi on parle, mais... Bref, fait que j'ai décidé d'assumer ça dans mon montage puis de dire, ben le documentaire vient comme de prendre une autre tournure puis je l'assume. Puis là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus cinéma direct, justement, puis de comme moins dans les mises en scène puis plus dans comme le vrai... Puis de dire ce qu'on fait. Puis de dire ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. On va stager comme quand tu faisais une émission. Fait que j'ai comme assumé ça dans le montage puis Puis on dirait que je trouvais que le Zoom, c'était le fun aussi de voir ma mère une fois, pas en clown. Parce qu'au début, je voulais juste qu'on la voit en clown. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que ce serait le fun de la voir en Isabelle juste une fois. Fait qu'on dirait que le Zoom nous sortait un peu de la patente, mais je trouvais que c'était le bon médium pour ça, justement. Absolument, tellement. Maintenant que tu le dis, c'est ça que t'as comme mis les mots sur ce que j'ai ressenti en arrivant à cette scène-là ou à ce moment-là, du moins. Je suis quand même curieux. Les archives ont été prises de Télévision Rive-Sud. Ouais, c'était genre, mais Rive-Sud de Québec. C'était pas Rive-Sud de Montréal. C'était une télé communautaire dans les années 90 à Lévis. Qui avait fait une émission avec eux. Elle avait fait une émission avec eux, puis on avait les cassettes à la maison. Fait que moi, quand j'ai grandi. Puis en même temps, c'est drôle parce que on peut revenir sur beaucoup de choses avec ces cassettes-là, de la question avant, parce que moi, quand j'écoutais ça enfant, je voyais ma mère à la télé en clown, puis c'est les seules fois où je la voyais vraiment en clown. Genre, je sais pas comment dire, où je croyais peut-être à son coup, là, parce que là, c'était dans le spectre d'une télévision. Puis sinon, c'était ta mère. Sinon, c'était ma mère. T'sais, en vrai, j'étais comme, mais non, mais c'est ma mère. Même quand elle venait au primaire faire des trucs, c'était comme, c'est ma mère qui vient faire le clown. Mais là, de voir, fait que ces cassettes-là, j'ai regardé souvent quand j'étais jeune. J'aimais bien les montrer à mes amis, puis je tripais là, de voir ma mère à la télé. Puis on dirait que j'y croyais plus que d'habitude. OK, ouais. Peut-être que mon intérêt pour la télé puis pour cet univers-là vient un peu de là. On dirait que c'était comme la seule chose tangible. Pour moi, je pouvais vraiment y croire. Je sais pas. Ah, mais c'est cool. J'avais jamais fait le lien. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, j'aime ça, les podcasts, tellement d'introspection. Ouais, c'est ça. Puis, OK. Y a-tu un... Puis, bon, tu viens de Lévis, que tu me disais. Tu voulais sortir de cette petite ville-là pour t'en venir à Montréal en sachant déjà ce que tu voulais faire? Oui, dès que j'étais jeune, adolescente, je savais que j'avais un intérêt pour les arts, puis que je voulais être comédienne, puis je voulais travailler là-dedans. Fait que c'est sûr que, tu sais, à Québec, il n'y a rien. Il y a une scène, là, mais il y a une scène qui se suffit à elle-même. Puis moi, j'avais faim pour plus. Fait que c'était sûr que j'avais le goût de venir à Montréal. Puis tu sais, je faisais des cours à Montréal quand j'étais adolescente, la fin de semaine, des cours de jeu, des ateliers. Puis là, je venais en autobus. Là. Puis je goûtais un petit peu. Mon frère habitait à Montréal, fait que je venais chez mon frère. Puis j'étais comme... La grande vie. Ben oui. C'est ça, la vie. Ben oui, je me voyais tellement. Fait que je me projetais. Toute mon adolescence, je me projetais quand même. Fait que, mais j'ai quand même fait mon cégep. Bon, parce que j'étais en couple avec
quelqu'un là-bas. Fait que c'est sûr que c'était comme pas une option de partir au cégep. Puis, fait que j'ai fait mon cégep à Lévis. Ce qui était super parce que c'était un programme qui s'appelait littérature, théâtre et technologie à l'époque. Mais là, ils ont changé de nom. En tout cas, c'était un super programme au cégep de Lévis. Je fais de la pub parce que là, je pense qu'ils manquent d'inscriptions. Puis je trouve ça tellement dommage parce que c'est vraiment un beau programme où je me suis vraiment épanouie parce qu'on avait comme un cadre hyper lousse puis en même temps avec tellement de moyens. OK. Fait que genre, on avait accès à des studios de cinéma, il y avait un programme de cinéma aussi, fait qu'on avait accès à tout, on avait accès à la scène, on avait accès à du coaching, les pianos, des salles de musique. C'était vraiment comme un petit cocon créatif. OK. Puis c'était pas intimidant pour moi parce que c'était ma ville, tu sais. Fait que c'était comme la suite naturelle des choses. Fait que tu sais, moi, je faisais cégep en spectacle, je faisais de l'opéra, je faisais plein d'affaires. J'ai poussé full en opéra. J'ai failli être chanteuse d'opéra dans la vie. OK. Mais c'est ça. Je t'entendais chanter dans Symphonie pathétique qu'on viendra à parler. Puis j'étais comme, ça chante bien. Oui, ben j'en ai fait toute ma jeunesse. À un moment donné, à 15 ans, je pense à comme 15 ans, mon prof de géo était aussi chanteur classique. Puis je chantais avec mes amis dans le corridor. Puis il m'a dit, Daphné, c'est toi qui chantes comme ça? Puis j'ai dit, ouais, mais tu as une bonne voix. J'ai dit, ah ouais. Il m'a dit, ouais, tu devrais pousser. Il m'a donné le nom d'une prof de chant. Puis j'ai commencé les cours de chant, genre. Puis j'ai full aimé ça. D'opéra. Puis plus j'en faisais, plus ma voix se développait. Puis j'étais comme, hey, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à chanter de l'opéra. Oui. C'est vraiment le fun quand tu maîtrises bien. Fait que j'en ai fait jusqu'à comme 18 ans, 19 ans, jusqu'à temps que j'étais arrivée à Montréal. Wow, okay. J'ai essayé de continuer, mais mon mode de vie me scraperait tôt la voix. C'est-à-dire l'UQAM et la fête et la boisson. T'avais-tu fait les jeux de la com? Non, moi, j'étais dans le culte. J'étais rédactrice en chef du culte. Ah, OK. Ouais, fait que c'était un peu comme opposé à l'époque. Là. Je sais pas si c'est là encore. Là. Tu faisais un ou l'autre, là, mais tu faisais pas les deux. Je connais des gens qui ont fait les deux. Mais peut-être, je sais pas si c'était la même année, mais ouais. Fait que c'était... Mais oui, fait que l'opéra... Hey, mon Dieu, tu vois, quand je te dis une idée de mener à l'autre, puis après l'autre à l'autre, puis là, je ne sais même plus de quoi on parlait. Lévis, on Montréal. était rendu à venir à Montréal. Là, ben non, fait que c'était comme naturel pour moi de venir à Montréal. Puis je me suis inscrite. C'est ça, comme je te disais tantôt, je sais pas, j'assumais comme pas de venir tout de suite dans quelque chose d'artistique. On dirait que ça me faisait peur. Fait que je voulais comme me convaincre de me faire un background au cas où que ça marche pas. Donc, stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM. Exact. J'ai dit background, je veux dire backup. Mais oui, donc stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM, où je me dis, c'est bon, tu sais, je vais me faire un plan B, puis non. Puis finalement, j'ai haï ça. Mais j'ai continué parce que, en fait, c'est que j'étais comme, la prod, c'est pas pour moi, mais c'est tellement un bac qui est ouvert que tu peux choisir des cours dans tous les domaines. Puis finalement, je prenais des cours d'espagnol, de musique à l'UDM. J'ai fait créditer plein d'affaires. Je faisais juste m'amuser avec les cours à option. Que finalement, j'ai aimé ça, l'école. Puis j'ai adoré comme l'UQAM, puis l'expérience. Tout ce que tu peux faire à l'UQAM, là. Exact, c'est ça. Mais c'est la production en soi. C'est pas le bac là, que j'ai pas aimé, c'était la production. J'ai fait, oh mon Dieu, j'ai ça. Je veux pas faire ça dans la vie. Je serais bien trop malheureuse. Je voudrais tout le temps être comme à la place des artistes. Là. Fait que là, j'ai dit, on assume. Là. Je comprends tellement. Oh mon Dieu. C'est ça. Oui. Fait qu'il y a comme ça, à un moment donné, ça m'a permis de réaliser ça, mais je l'ai quand même terminé au complet. Fait que j'ai un bac en prod. Si vous cherchez des cordeaux de prod, écrivez-moi pas. Écrivez-moi pas. C'est donc suite à ça que tu as vraiment plus commencé à faire de la comédie, être actrice ou comédienne. Oui, tu sais, moi c'est ça, c'est sûr que je voulais, ça faisait partie de mon cheminement quand même, c'était quand même après, je voulais faire des écoles de théâtre, puis j'ai essayé de rentrer, mais comme je disais, je faisais juste école nationale puis conservatoire parce que j'étais snob, je voulais pas retourner au cégep, fait que je n'ai pas pris. Je me rendais tout le temps aux deuxième audition. Conservatoire École nationale, mais il y a aussi. Il y a l'UQAM, il y a le cégep. Il y a l'UQAM, il y a le cégep de Saint-Hyacinthe, cégep Lionel-Groulx, qui sont des super bonnes formations, là, qui a des super bons acteurs qui sortent de là, mais je voulais pas m'exiler, en fait. J'étais genre, je veux rester à Montréal. Mais l'UQAM. Puis, c'est parce que j'arrivais de l'UQAM. Fait que je voulais pas. Tu avais besoin de changement aussi. Ouais, c'est ça. J'étais comme, non, je veux autre chose. OK. Fait que je faisais juste ça, puis je me rendais tout le temps comme jusqu'au stage, puis là, j'étais comme pas pris au stage. Puis comme je te disais, moi, je me serais pas pris non plus. J'étais tellement stressée. J'avais l'impression de jouer ma carrière. J'avais des gros problèmes d'anxiété généralisée, non gérée, genre. Fait que j'étais comme... j'étais pas bonne. J'arrivais puis j'étais vraiment pas bonne. Puis j'ai full voyagé après. J'étais comme, bon, je fais quoi avec ça? J'ai essayé 2 ans. Les 2 dernières années de mon bac, dans le fond, j'ai essayé. OK. Puis j'étais comme, bon, ça marche pas. Fait que je finis mon bac. Puis pour ça, j'étais comme, bon, je vais faire autre chose après le bac. Fait que j'ai été serveuse à temps plein pendant 1 an. Mais 1 an durant lequel aussi j'ai comme fondé ma compagnie de théâtre avec ma bonne amie. Ça, c'est ça qui m'a quand même surpris, c'est que d'où est-ce que ça venait, ça?
Mais j'avais eu un cours à l'UQAM en strat-prod de organisation et gestion d'une compagnie de théâtre. Puis c'est le cours de mon bac qui m'a été le plus utile. Puis en fait, ça venait d'un désir de entrer dans l'UDA pour avoir de faire un show, puis de le faire UDA pour avoir des crédits, pour pouvoir devenir membre UDA, pour pouvoir trouver une agence, puis devenir actrice. Wow, Fait que j'étais un petit peu mastermind dans tout ça. Là. J'étais genre, voici la marche à suivre. Fait que j'ai fait ma compagnie de théâtre, j'ai enregistré un OBNL, j'ai fait toute la paperasse avec 2 amis, puis on a fait un show cette année-là au Fringe, puis c'était comme, on a gagné le prix de la meilleure production, puis c'était un monologue d'une serveuse qui voulait être actrice, fait que c'était très drôle et très méta sur ce que j'étais en train de vivre. C'était juste toi qui parlais. Non, mais c'était pas moi qui l'avais écrit, c'était ma partenaire Valérie Drapeau, avec qui on a encore une compagnie à ce jour ensemble, puis on fait des projets, puis on allait au secondaire ensemble, c'était aussi une amie du secondaire de théâtre, fait qu'on avait envie de vivre ça ensemble, puis ben là, à ce show-là, j'ai invité plein de monde, justement, de l'UQAM, mes amis, en cinéma, en télé, puis ils sont venus me voir jouer, puis ils ont fait hey, Daphné, elle est bonne, elle est fun. Fait qu'ils se sont mis à m'engager dans leur clip, parce qu'à l'époque, il y avait du clip. Oui. Puis leur court-métrage. Fait que là, je me suis fait une école moi-même un peu en faisant plein de petits projets à gauche, à droite, puis j'avais invité des agents, puis une agente qui est venue me voir. Fait que là, j'ai comme eu ma première agente comme ça. Wow, OK. Fait que là, après, j'étais comme, bon, ben, j'étais comme genre je réessayais-tu les écoles puis à un moment donné j'ai fait hey c'est quoi ça j'ai le goût de continuer dans cette lancée-là que je trouve vraiment stimulante de générer ses propres projets. Ouais. C'est ça, t'as vraiment tracé ton chemin. Ouais. Toi-même, là. Ouais, j'ai comme trop d'orgueil pour laisser comme un juge décider en 10 minutes si je vais être actrice ou pas. Là. J'étais genre hey gars, je vais faire mes preuves autrement. Là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait mes preuves autrement. Puis ça a marché. Mais c'était beaucoup de travail, beaucoup de sentiments d'imposteur aussi, beaucoup de travail. Des fois, je réalise pas. Moi, à 25 ans, je me suis claqué une dépression. Là. J'étais brûlée. J'étais genre, ça fait comme 5 ans que je suis sur un niveau de stress, puis j'ai quelque chose à prouver, puis je suis genre en constant travail. Puis il n'y a rien de moins sexy qu'un acteur qui veut trop aussi. Fait que c'est tout le temps de gager, genre, de pas être genre needy, puis de pas trop vouloir. Je pense que dans la vie en général, peu importe ton domaine, si t'as l'air d'avoir besoin de quelque chose. Ah, c'est ça. Fait que c'est comme de gager aussi ça, gager mes attentes versus ce que ça projette, puis là, d'essayer de comprendre un peu les codes du milieu, puis de pas pousser trop, puis en même temps de faire confiance, puis d'être patiente. Fait que c'était comme un amalgame de tout ça qui a fait en sorte que je suis finalement devenue comédienne. Oui. Entre autres, toutes les affaires, mais c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est justement parce que j'ai touché à tellement de choses qu'après ça, j'ai envie d'en faire plein de choses aussi. Tu sais. Parce que, c'est ça, on l'a pas mentionné, mais en plus d'être comédienne, t'es aussi scénariste. Ouais. J'essayais d'en nommer d'autres, mais peut-être auteur. J'ai eu un trip d'art visuel aussi. Là. J'ai fait des collages pendant longtemps que je vendais. Je faisais des expos. Les microzones? Les microcosmes. Excuse-moi. C'est drôle je l'ai jamais bien lu, je pense. Moi non plus. C'était mon nom de... Je sais pas pourquoi je disais toujours microsome dans ma tête. C'est vrai? Oui, je sais pas. Comme ce que je viens de dire, même si... OK, ben... Ouais, souvent. Mais je sais que c'est les microcosmes. C'est moi qui l'ai inventé. Là. Mais ouais, je faisais du collage avec des revues vintage puis je vendais des affiches. Puis je faisais des puces pop, des marchés, des expos. C'était comme mon sideline pendant 5 ans. Okay. Quand j'ai arrêté la restauration, j'ai comme commencé ça, puis ça marchait bien. Fait que j'en vendais. Puis fait que j'étais comme, c'est le fun. Je passais ma vie à l'imprimeur, puis à faire du shipping, puis à comme gérer des inventaires, mais j'étais comme, c'est vraiment le fun comme sideline job. Là. C'est tellement niché. C'est super niché. Que je me pose la question de comment ça fonctionnait. Mais, Instagram, je faisais de la promo. Pas dans le sens que c'était pas... non, mais il y avait que ça valait rien ou que c'était pas beau. Non, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Ben, encore une fois, c'était beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Genre courir les petites expos, puis essayer de me faire des marchés, puis me faire connaître dans les marchés, puis du bouche à oreille, puis d'exposer dans des cafés, puis de comme faire des tests, d'aller dans des ateliers d'impression. Puis il y avait beaucoup de premières fois. Là. Des fois, j'étais comme, je sais pas ce que je fais. En fait, c'est souvent ça qui arrive avec moi. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Puis je me pose comme pas trop de questions, mais j'y vais. Fait quoi, les collages, ça a été un bon 5-6 ans de ma vie. J'en fais encore pour le plaisir maintenant. J'ai un petit projet d'expo, mais il est long parce que ça me prend... Avant, parce que je travaille beaucoup avec des photos d'astronomie. Ah oui. Puis là, j'ai décidé de trouver mes propres photos d'astronomie. Je me suis acheté un télescope intelligent. Fait que là, j'ai comme commencé à faire mes propres photos. Mais c'est comme un projet sur plusieurs années. Ça va être ma prochaine expo de collage. C'est comme dans longtemps. Oui, c'est ça. On y viendra aussi pour ta passion. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mon Dieu. Okay. Mais oui, mais les collages... On va jaser longtemps. Ouais, on va jaser longtemps. Mais... OK. Puis
pour revenir à la compagnie théâtre ou à mettons, ton chemin comme actrice, ça a été quoi le moment auquel tu t'es dit, hey, dans le fond, ça va être ça? Genre, je suis capable, puis officiellement... mais ça a été comme... Officiellement, ça va être ça. Mais tu sais, j'ai continué la restauration vraiment longtemps. Là. Oui. Genre, j'ai arrêté, je pense, à 28 ans. J'imagine. OK. Fait que, tu sais, puis j'ai eu mon premier rôle télé à 23. Fait que j'ai quand même, pendant 5 ans, je faisais un petit peu de télé, des projets. Ouais. Tu sais, pendant le Killing, je travaillais dans un restaurant aussi. Fait que, tu sais, d'en vivre, ça a été long. Mais, tu sais, il y a comme 2 trucs. Mettons, le premier gros projet que j'ai décroché, je refaisais ma pièce, mon monologue de serveuse qui voulait être actrice. Ça s'appelait comment? Clara veut être actrice. Ça s'appelait comme ça. Puis, très, on dit ce que c'est. Ouais, c'est ça. Puis on l'avait fait à la Maison de la Culture de Belleuil. Ah! Parce qu'on est à Belleuil en ce moment. Ici même? Oui, on l'avait fait ici. Puis on s'était dit, tant qu'à la remonter, on pourrait la refaire in situ. Genre, c'était comme 1 an après, je pense. On pourrait la faire in situ dans un vrai restaurant. Fait qu'on l'a fait au restaurant où je travaillais. OK. Pour financer un autre projet de théâtre qu'on avait. Fait qu'on revendait des billets, puis on se payait pas, mais c'était comme, on est allé chercher un petit 500-600$ qu'on a remis dans un autre projet de l'été d'après. Puis j'avais croisé Stéphane Lapointe à un party d'agence, puis il m'avait dit, j'ai regardé, non, j'avais croisé genre un regard, puis on avait jasé, puis il m'avait dit, ton agente, il connaissait bien mon agente, puis mon agente de l'époque, puis il avait montré mes démos, puis il avait dit, j'ai vu tes démos, c'est super bon, non, parce que j'avais monté mon démo, puis j'avais mis beaucoup d'heures là-dedans aussi, là, pour faire un bon démo, parce que ça peut être cringe assez rapidement. Ouais. On en reparlera, mais... Puis j'ai dit, ben oui. Puis il m'a dit, dis-moi, tu fais de quoi? Puis tu sais, Stéphane, il est vraiment curieux d'aller voir les nouveaux visages, des nouveaux acteurs. C'est vraiment un réalisateur qui aime ça, découvrir des talents, genre. Fait qu'il était venu me voir jouer au restaurant un dimanche soir. Tu l'avais invité? Ou... Ben, je l'avais invité en me disant, il viendra pas. Puis il a payé son billet. J'étais tellement gênée. Je savais pas qu'il était là. Puis là, mon ami et moi, Stéphane Lapointe, il est là. Je suis comme, quoi? Fait que là, moi, je fais le show de ma vie. Je me dis, mon Dieu, c'est l'audition de ma vie. OK. Puis là, après, il vient me voir. Il me dit, t'étais super drôle, t'étais écœurante. En tout cas, en ce moment, je fais le casting d'un show à Radio-Can. On a des policières en scène. C'est pas un gros rôle, mais tu sais, je suis sûre que tu serais bonne. En tout cas, je vais parler de toi à Sophie. Là, je suis comme, OK. Puis c'est Stéphane qui réalisait la série. Puis là, je retourne voir mes amis. Puis je suis comme, tu sais, en post-show, là, puis c'était un monologue, fait que c'était comme beaucoup d'émotions. Puis je pense que Stéphane Lapointe vient de m'offrir un rôle à télé, mais je suis comme pas sûre. Puis tout le monde est comme, voyons, non. Puis là, comme 3 jours après, je reçois un appel, puis je suis comme, oh mon Dieu, je décroche un rôle dans une grosse série à Radio-Can. Ouais. C'était genre 15 jours de tournage. C'était un petit rôle, genre, mais c'était un rôle récurrent. J'étais dans le noyau de police, fait que finalement, ça a duré 4 ans. Wow. Puis, tu sais, je faisais juste venir dire une ligne par épisode, puis c'était genre, j'attends toujours le rapport d'ADN. J'étais une technicienne en identité judiciaire. OK. Fait que c'est moi qui faisais les empreintes digitales, puis tout ça. Puis, ben ça a été ma première grosse expérience, mon premier gros plateau. À ce jour, au Québec, je pense, j'ai jamais retrouvé ça, cette qualité-là de production, là. OK. Dans le sens où on dirait que depuis, je fais des projets qui n'ont pas d'argent. Puis là, j'ai comme mon premier projet, j'ai goûté à quelque chose. J'avais une loge dans une roulotte. J'ai pas goûté à ça depuis, mettons. OK, wow. Fait que, ouais. Puis t'avais quand même dit oui au Killing. Ben oui, ben non, c'était rien fait divers. Non, mais c'était comme, pour moi, c'était une école, genre. Fait que, tu sais, j'ai regardé Émile Proucloutier puis Isabelle Blais. C'était les 2 leads dans la série, puis j'avais toutes mes scènes avec eux. Fait que j'ai regardé travailler, puis j'ai vraiment appris d'eux. C'est vraiment des acteurs incroyables, des humains aussi incroyables, puis qui... fait que ça, c'était vraiment mon moment où j'ai fait genre, OK, tu sais, c'est mes collègues, genre. C'est le fun, tu sais, je suis plus une imposteur, mais j'avais 23 ans, j'étais un bébé, là. Ça, c'était pas mal le moment où j'ai dit, OK, là, je pense que je suis une actrice. Puis après, ben, ça a été Disney, là. C'est sûr, Disney, ça m'a enlevé tout syndrome d'imposteur. Ça m'a fait vraiment du bien. Comment c'est arrivé, ça? Disney, Weekend Family, on va le nommer. Oui, c'est une série pour Disney que j'ai faite qui s'appelait Weekend Family, que j'ai fait pendant 2 ans à Paris. 2 saisons, un spécial Noël avec un humoriste très connu en France qui s'appelle Éric Judor. Écoute, mon agente un jour elle m'écrit, elle me dit, Daphné, on a reçu une demande, un self-tape pour un gros projet pour Disney. Ils veulent voir toi puis Karine Vanasse. Là, je suis comme, hein? Ils ont demandé pour Karine Vanasse et Daphné Côté-Allé. J'étais comme, Karine, of course, je comprends, mais pourquoi moi? Puis là, j'étais comme, voyons, c'est bien bizarre. Puis il avait juste roulé sur le site de l'agence. Puis il avait dit, elle a la tête de l'emploi. Genre, j'avais la bouille du personnage qu'il avait en tête. OK. C'était un chasseur de tête, Nicolas Derouet, qui m'avait spoté, puis il m'avait mis dans les noms de casting, puis j'étais dans le book depuis le début, puis je le savais pas. Fait que là, ils m'ont demandé en audition. Puis j'ai fait une première self-tape, puis j'étais juste en mode, tu sais, si tu te dis,
c'est un long shot, là, jamais je vais l'avoir. Fait que j'étais allée comme super libre. Puis le scénario te plaisait? Oui, c'était un beau rôle. C'était Disney, fait que c'était Ben non, mais là, c'est Disney en France. C'est comme, peu importe le scénario, je vais dire oui. Oui. Au stade où j'étais dans ma carrière, surtout. Là. Fait qu'il y a un chasseur de tête qui t'a spoté, puis c'était comme c'est elle ça. par-dessus Karine. Là. Ben, non, mais je pense que j'étais dans un bassin. Là. C'est juste que, tu sais, j'avais pas fait grand-chose au Québec pour qu'il me spotte. Tu sais, il avait regardé mes démos, que c'était des courts-métrages de mes amis. Tu sais, j'étais comme... Mais vu que c'était la France, je pense qu'ils savaient pas à quel point c'était pas sérieux ce que j'avais comme matériel, genre. Ouais. Pour eux, c'était comment? Ben, c'est un court-métrage. Tu sais, c'est une actrice, ça doit être... Tu sais, mais j'étais comme, non, c'est genre un clip d'un ami, tu sais, qu'on a fait sur un coin en 2 secondes dans le bois une fin de semaine. Ils connaissent pas les gros l'ampleur noms ou les petits noms, ils connaissent pas les grosses ou les petites productions. C'est ça. Ça devient un peu comme tu dis là. Ils ont vraiment juste regardé mon casting, mon jeu, ce qui est super parce qu'ils n'ont pas eu l'espèce de biais que souvent les gens ont à l'entrée là, d'évaluer la qualité du projet avant de regarder vraiment le contenu. Oui. Fait que c'est ça, j'ai fait l'audition, puis je l'ai fait super libre, le casting, puis après ça, ils m'ont demandé un autre tape. Puis là, ça a été un processus d'1 mois. J'ai envoyé un court-métrage à un moment donné de genre 20 minutes de self-tape. Ils me demandaient 4 prises différentes, puis... Comme 4 manières différentes de jouer? C'était 4 scènes avec 2 prises, plus une prise avec accent français, parce que là, ils savaient pas s'ils voulaient que je sois vraiment québécoise ou si peut-être elle avait peut-être un petit accent français. Fait que là, ils voulaient comme gager un petit peu, parce que le personnage était québécois. Ils voulaient une québécoise. Je savais pas contre qui je me battais non plus. Là. J'ai appris que ça s'est choisi entre moi, puis je dirais pas qui, mais comme un énorme nom, là, une femme extrêmement talentueuse et reconnue. Puis quand j'ai appris ça, j'étais comme, quoi? Pourquoi vous avez choisi moi? Genre, je comprenais rien. Je comprenais vraiment rien. Puis j'ai eu des zooms avec Eric. Puis à un moment donné, j'étais chez le podiatre, là, puis littéralement en train de me faire mesurer le pied. Puis mon agent m'appelle, puis elle me dit... Daphné, t'es-tu assis? Je suis comme, ben oui, le podiatre est en train de mesurer mon pied. Je faisais faire mes orthèses. Puis elle me dit, tu l'as? Puis là, je suis comme, quoi? Puis là, je me mets à pleurer devant le médecin qui comprend rien. J'ai décroché un rôle en France, je comprends rien. Pour Disney, tu sais, j'étais comme, c'est gros, tu sais. Fait que c'était très gros. C'était super. C'était la plus belle expérience de toute ma vie. Wow. Je me suis fait des amis pour la vie là-bas. Puis c'était vraiment Emily in Paris version Daphné in Paris. Là. Oh wow, j'étais dans des beaux quartiers, c'était le fun, j'étais bien reçue partout. L'équipe était super, la prod était super, tout le monde était super. Fait que c'était que du positif. Puis au final, t'as aimé ça? Mettons le rôle, je veux dire. Le projet était vraiment le fun, mais c'était vraiment un rôle qui était proche de moi. Fait que c'était comme, j'avais pas une grande composition à jouer. T'sais. Il voulait quelqu'un de bubbly, qui a pas peur de puncher puis de remettre en question, puis qu'en même temps c'était comme de trouver un équilibre avec Eric qui est très comme, je sais pas si tu le connais, mais c'est un humoriste qui est très... Je l'ai vu dans la série, mais je t'avoue il improvise beaucoup, puis c'est quelqu'un qui prend la place, prend de la place, mais bien, là, puis il est super généreux dans son jeu, mais il punch constamment où est-ce qu'il y a une blague qu'il peut mettre, il va la mettre, tu sais. Fait que c'est tout le temps, c'était vraiment déstabilisant, là. C'était vraiment une école d'impro pour moi aussi, là, parce qu'il suivait pas le texte. La production était ouverte justement à l'improvisation et tout. OK. Fait que tu sais, c'était le fun parce qu'on écrivait les scènes, il y avait des bons textes au départ, puis après ça, on écrivait les scènes dans les rejoints, tu sais. C'est tellement cool. C'était vraiment le fun. C'est là que l'art prend vie, j'ai l'impression, là, que t'as comme la liberté de... de t'ouvrir aux propositions. Oui, puis proposer aussi. Puis genre, c'est ça, tu sais, mais comme acteur, de proposer, c'est super parce que c'est là que ton personnage prend vie vraiment. Là. Fait que, Trop cool. Fait que là, je dirais que mon sentiment d'imposteur a diminué à ce moment-là. Mais pas parce que c'était quelque chose de reconnu puis que c'était gros Disney, mais parce que je me suis fait de l'expérience. C'était en tout 120 jours de tournage. Oh my God, wow, OK. Tu sais, j'avais jamais fait ça au Québec, tu sais, puis encore aujourd'hui, j'ai pas un projet que j'ai ça, là, tu sais. Fait que c'était comme... J'étais rodée quand je suis revenue, là. J'étais comme, on dirait que mon instrument est frais, je suis prête. À y affûter, là. Ouais. Fait que je me sentais outillée pour faire ce métier-là plus que jamais, genre. Fait que c'était pas juste la reconnaissance puis le statut, mais c'était genre l'expérience. Trop cool. Je pose la question, puis on viendra à Symphonie pathétique juste après parce que ça a comme un peu du sens dans mon thème, là. Mais pour toi, y a-tu une différence entre, mettons, l'art, je veux dire, artistique, mettons, puis l'art du divertissement? Parce que je vois, mettons, une série comme... je comprends, mettons, Weekend Family, que je me dis, c'est peut-être un peu c'est grande audience dans la comédie, dans quelque chose qui, mettons, sera pas toujours dans la profondeur, je veux dire ça comme ça. Absolument. Toujours, ouais. Est-ce que tu comprends un peu ce que je comprends 100% ce que tu veux dire. Pour toi, y a-t-il une différence
entre soit le jouer ou dans la conceptualité de la chose? C'est une bonne question. Mais tu sais, oui, dans le sens où je consomme pas du cinéma de la même façon que je consomme de la télé. Puis en même temps, j'essaye que la télé m'amène à la regarder de la même façon que je regarde le cinéma. Là. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. En tout cas, parce que là, j'en écris maintenant, puis j'essaie de faire de la télé excitante. Puis je trouve que maintenant, il se fait plein de séries excitantes aussi qui sont de l'art, là, tu sais, je pense. Mais je pense que le débat, c'est pas de télé-cinéma, c'est plus comme art versus divertissement. Oui, c'est sûr que je pense que ça... le sens de ça dépend des audiences, ça dépend du type de public. Tu sais, Weekend Family, justement, c'est un public familial. C'est une série pour Disney, pour enfants et les parents, tu sais, à regarder ensemble. Fait que c'est sûr que c'est différent, tu sais, mais... Je l'aborde de la même façon, je pense, parce que je veux respecter le projet, puis ça reste une œuvre. Ça reste. Oui. Ça reste, même si c'est comme à vocation divertissante, ça reste une œuvre, puis ça reste l'œuvre de quelqu'un qui l'a écrit, qui l'a monté, qui l'a produit, qui l'a réalisé. Fait que je pense que je l'aborde avec la même énergie que je l'aborderais si c'était comme une œuvre d'art ou un film d'auteur. Mais tu sais, j'ai jamais fait de film d'auteur encore, fait que je peux pas. Je parle à travers mon chapeau. On attend les appels. Ah, s'il vous plaît. Mais en même temps, tu sais, j'adore ça, faire ça. Puis, tu sais, je pense que des fois, c'est un peu le débat aussi comédie-drame, là, dans le sens où les gens valorisent peut-être plus le drame dans les trucs sérieux. Puis la comédie, des fois, c'est plus difficile de faire ses preuves puis de faire reconnaître la qualité de l'œuvre quand c'est de la comédie. Puis moi, je pense que les deux se valent tout autant puis que souvent, c'est plus dur de faire de la comédie que du drame. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai fait le bac en télé à l'UQAM. Puis je me rappelle que style un mois avant de remettre nos productions, tu sais, pour rentrer en télé, il faut que tu fasses des productions, là, comme un genre de portfolio, mais ce qu'il demande, c'est comme une œuvre. Puis le directeur du programme avait dit, tout le monde fait comme du drame, là, tu sais. Parce que comme c'est comme plus facile. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire couler une larme que de faire décrocher un rire. Ouais. Fait que oui, 100% du temps, c'est la comédie, c'est un art, vraiment. Ben, c'est un art en soi, puis je pense puis le divertissement aussi, tu sais, je suis comme, faut pas bouder son plaisir, puis faut pas bouder les types de médiums parce que tout est valable, puis tout fait du bien, puis au final, quand t'es en train de consommer de la culture, ben, t'es pas en train d'angoisser sur ta vie, puis t'es pas en train de... Tu sais, je sais pas, t'es en train de te poser des questions, puis le divertissement peut amener à ça aussi. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas envie de bouder ça. Là. Je comprends. Surtout, je fais de la télé, surtout. Fait que je serais vraiment mal placée pour bouder ça. Je me demandais surtout si ton approche au projet pouvait se différencier, mettons. Mais tu sais, c'est sûr que je me prépare pas de la même façon pour, mettons... mes scènes dramatiques dans la série que j'ai écrite versus genre Deux filles aux toilettes, là, qui est comme une série à sketch super drôle là, que je fais genre avec je fais juste jouer là-dedans là, mais j'écris pas, mais tu sais c'est sûr je me prépare pas de la même façon comme comédienne mettons pour ça, mais je mets quand même beaucoup d'énergie puis d'amour quand même dans ce qui est comme... Ben oui, naturellement. Ouais. Fait que symphonie pathétique. Tu sais, on est dans le divertissement, là, mais mais en même temps, en fait, il y a un message quand même. T'sais. Oui, ben justement, j'ai dit que je faisais le lien, pas pour, mettons, l'écriture, mais pour ce que l'écriture représente, mettons, comme l'idée que ces deux... En fait, je vais commencer par te demander de me faire un résumé, même si je l'ai écouté, ça fait longtemps. Mais, mettons, pour que ce soit tes mots, là. C'est Morgane et Bénédicte qui sont deux adeptes d'opéra-théâtre et qui font des spectacles que personne n'a envie de voir, qui comprennent pas vraiment les codes. C'est deux jeunes femmes très décalées qui sont convaincues qu'ils font du grand art puis qui utilisent beaucoup les costumes puis la flamboyance sans trop comprendre les codes de ce qui est bon. Fait que c'est un peu poche. C'est comme ils font de l'opéra-théâtre poche. Mais la musique est bonne, mais la mise en scène n'a pas de bon sens. C'est des grenouilles qui courent après des plantes, c'est des affaires de même. Puis ben, s'inscrivent à un grand concours, là, mon premier tremplin. En route vers mon premier tremplin des arts de la scène de la relève. Puis elles veulent le gagner à tout prix. Puis finalement, Lisande, qui est pianiste dans la série, intègre un groupe de musique parallèlement qui veulent intégrer une femme dans leur band pour avoir l'air cool. Puis elle délaisse son ami. Puis il y a comme un conflit d'amitié autour de ça. Fait que c'est une série sur l'amitié, puis sur les ambitions, les rêves, le décalage aussi qu'on peut ressentir comme artiste quand on propose quelque chose qui ne rejoint pas un public. Ouais. Puis ce qui est un peu ironique parce que cette série-là a de la difficulté à rencontrer son public au final. Ah ouais? Ben oui, ouais. Parce que... Ben c'est niché, je pense. Okay. Tu sais...
On n'a pas eu beaucoup de promos non plus. Fait que c'est sûr que la découvrabilité, on n'avait pas de budget. Fait que la découvrabilité, c'est souvent ce qui prend le bord en premier. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas vraiment eu de budget pour ça. Mais on a un beau succès critique. On a eu plein de festivals, plein de prix, plein d'affaires, mais le public n'était pas au rendez-vous. Mais fait que c'était un peu ironique parce que c'était un peu ça aussi le sujet. Là. C'est ça, ouais. Mais nous, on reste très fiers. Ça reste un de mes projets préférés à ce jour. Là. Puis, bon, on va le mentionner, c'est une web-série qui est disponible sur Télé-Québec. Non, sur Crave, nouveau. Ah oui, excuse-moi, je l'ai vraiment mélangé avec c'est Pénélope Partout. Oui, excuse-moi. Non, ça, c'était nouveau. Puis là, je pense nouveau.ca, ça n'existe plus. Fait que je pense que c'est juste sur Crave. Ah, OK. Ouais, ils ont tous migré, je pense, leur contenu sur la plateforme. OK. Mais en ce que, en écrivant nouveau sur Google, on la trouve. Oui, absolument. En tout cas, je me rappelle plus de l'ordre. Symphonie Pathétique, Crave, nouveau, vous allez le trouver. C'est ça. Puis, je trouve ça quand même drôle que... Ben, pas drôle, là, mais je veux dire... Est-ce que la série est critique de quelque chose ou c'est plus juste on fait fleurir une absurdité, tu sais? Un mélange des deux, dans le sens où on n'avait pas envie de moraliser d'être moralisatrice sur quoi que ce soit. Là. Je pense que ça venait plus d'un désir de s'amuser, moi puis Lisande, puis de se payer un beau trip là, d'un délire. Mais à quelque part, ça critique un peu l'espèce d'homogénéité un peu du milieu, puis que dès que tu sors un peu de la norme, ben tu te fais critiquer forcément. Fait que c'était un peu la série, c'est ça, mais on est allé vraiment à l'extrême avec des filles extrêmement décalées, mais tu sais, la morale, c'est un peu quand tu mets de l'amour, c'est bon puis ça le vaut, tu sais. C'est un peu ça, parce que je sais pas si tu as regardé au complet, mais à la fin, on se retrouve, puis l'important, c'est juste de s'amuser entre amis, puis de le faire pour le plaisir, puis de le faire pour les bonnes raisons, tu sais. Fait que c'est peu importe les attentes du public. T'sais. Fait que il y avait un peu ça, puis il y avait aussi une critique un peu du milieu musical. Lisande avait des choses à dire, parce qu'elle a une pratique musicale assez active. Elle avait des choses à dire sur certains trucs. L'intégration de femmes dans la musique contemporaine et classique aussi, puisqu'elle vient d'un background assez classique. Fait qu'il y avait aussi tout ça. Là, OK. Mais c'est ça, je me posais la question parce que je me suis dit, est-ce d'emblée, je me disais pas, c'est pour niaiser les personnes qui pensent qu'ils font de l'art profond ou comme. Non, c'est plus pour les célébrer. Oui, c'est ça, ouais. Rire avec eux un peu, peut-être, mais pas rire d'eux. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment plus pour célébrer un peu cette folie-là puis cette beauté-là, tu sais. Puis je veux dire, je serais mal placée pour en rire. Là. Ma mère est clown. Puis tu sais, la moitié des décors qu'on a utilisés dans la série, c'est les décors de ma mère. Là, qui fait ses spectacles. Fait que tu sais, c'est ça, je serais mal placée pour en rire. Mais c'est sûr que des fois, on poussait certains curseurs parce que ça nous faisait rire. Tu sais, mon personnage est très intense. Puis on s'est inspiré de personnes qui existent. Là, dans le sens où on s'est inspiré, on a vraiment exagéré des versions de nous-mêmes, elle et moi. Genre. Fait que tu sais, moi qui a faim, puis qui est ambitieuse, puis qui est comme impatiente, c'était comme moi dans ma vingtaine, ce personnage-là. OK. Là, je me suis qui veut donc que ça fonctionne. Elle veut donc que ça fonctionne. Pas, puis c'est la fin du monde. Puis l'autre est comme, décroche avec ton esti de concours. C'est ça. Puis au final, c'est de s'amuser. Puis exact, c'est ça. De se rappeler pourquoi tu fais ça aussi. D'accepter là où ça va ou là où ça va pas. Ouais. OK. Exact. OK. Ouais. Cool. Les deux en même temps. Oui. Ouais. T'as joué dans... cette série-là, elle a été réalisée par Alec Pronovo. Oui. Tu as rencontré Alec, puis tu l'as suivi sur plusieurs projets. Tu as commencé avec Le Killing. Tu jouais Quenouille dans le camp de vacances de... Le camp Saint-Cardinal. Saint-Cardinal, oui, c'est ça. C'est comment de... en fait, je sais pas c'est comment de travailler avec Alec, mais c'est comment de travailler avec une équipe qui suit comme ça, parce que tu as quand même participé aussi à l'agence Brainstorm. Ouais, puis c'est souvent la même équipe technique. C'est Alec a le don de s'entourer de gens qui ont envie de revenir. Là. Puis je pense que c'est sa plus grande qualité. Il crée vraiment un sentiment de gang fort qui est le fun. Fait qu'on devient amis, puis les gens suivent, puis les gens embarquent. T'sais, en ce moment, il tourne son long métrage autofinancé. C'est of course, Alec a réussi à trouver une équipe complète qui accepte de faire ça en différé. En tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que c'est le fun d'avoir ce privilège-là de faire partie de cette gang-là. Mon Dieu, je suis tellement contente d'être dans la gang. Ouais. Oui, sinon je regarderais cette gang-là avec distance puis je serais vraiment jalouse. OK. Je serais vraiment jalouse. Je voudrais être dans ces projets-là. C'est des projets que j'aime, c'est des projets que je trouve drôles, c'est des projets que je trouve brillants, audacieux, créatifs. Fait que je suis contente d'en faire partie. My God, toute qu'une pub pour Alec. Non, mais Alec est bon dans ce qu'il fait. Oui. C'est ça. Fait que oui. Ouais. OK.
complètement lissé. Je fais juste une voix dedans, mais j'étais tellement déçue de pas être là-dedans. Là. Okay, j'étais en Europe, là, j'aurais même s'il y avait. Okay. Puis, je veux dire, je m'attends pas à être dans chacun de ces projets non plus. C'est correct. Non, genre, une question de casting aussi, des fois. Là, Mais en dehors de ça, ça reste un super ami aussi, sa copine aussi. Fait qu'on se fait des chalets, c'est le fun. C'est des gens que j'aime beaucoup. Puis, fait que, ouais. Salut, Alec! Oui, salut! Je le reçois dans combien de temps, Alec? Il va écouter mon podcast pour se préparer. Oui, c'est ça. À part de ça, je suis quand même curieux. Brian Piton. Ouais. Il est-tu aussi drôle dans la vie que. Ah, ben oui. Ah, ouais? Oui. Nous, dès qu'on peut lui donner un rôle, on essaie parce qu'il me fait tellement rire. Oh my God, il me fait rire dans tout pour vrai, ce gars-là. Ouais, il est vraiment drôle. Si je peux le recevoir un moment donné, j'aimerais tellement ça. Je suis sûr qu'il dirait oui. Là. Comme... Brian dit oui. Ouais, c'est ça. J'ai juste besoin de son contact. Envoie-y cet extrait-là. Daphné fait dire des foutus. Ouais, c'est ça. Ben non, il est super drôle. Nous, on le faisait. Il a fait jouer l'employé de l'Escape Game dans Symphonie c'est ça. Parce que je pense qu'il travaillait pour vrai dans un escape room. Ah, OK. Ouais, puis j'étais comme, il est parfait pour ça. C'est drôle. Je le trouve parfait dans tout. Mais genre, sincèrement, je suis comme... Tu sais, juste dans la poursuite du rêve glacé, là, juste le voir... Ça, je l'ai pas vu. Ah, OK, c'est pas... C'est un projet d'Alec que j'ai pas vu, je m'excuse. Mais juste de le voir... Parce qu'il est comme le coach, là, mais en fond, il a juste pas été pris dans l'équipe parce qu'il était pas assez bon pour faire l'équipe. Mais il est juste là, genre... Genre, il est comme sur le banc, puis il attend, puis à chaque fois qu'il entre dans le shot... Ouais. Il y a un timing comique, puis il y a un casting qu'il n'y a pas beaucoup, je trouve, au Québec. Genre, c'est vraiment le fun. Ouais. Alors, en tout cas, bref, je me demandais s'il était juste drôle à l'image aussi. Ah non, il est super gentil, super drôle. Ouais. Que des bons mots. Alors, Pénélope Partout. Ouais. C'est une série que tu as écrite avec ton chum Pablo. Pablo Escobar. Ouais, c'est ça. C'est son vrai nom. C'est vrai. Oui? C'est son vrai prénom. Il s'appelle Pablo Escobar. Avec un nom de milieu entre les deux. Il s'appelle Pablo Escobar Tuduri. Ah, c'est vrai? Oui. J'ai lu à l'envers. Non, son prénom légal, c'est Pablo Escobar. Wow, OK. Écoute, c'est un franco-polonais avec des parents artistes un peu flyés qui faisaient des blagues. Ils ont décidé d'appeler leur fils par un nom de narcotrafiquant, puis ils trouvaient ça drôle. Puis lui, il a décidé d'embrace ça, puis c'est son nom d'artiste. Mais c'est son nom légal aussi. Oui, donc on a écrit cette série-là ensemble. Qui sera à Télé-Québec à l'automne. Dès le 10 septembre sur Télé-Québec. Je sais pas si j'ai le droit de dire la date, mais regarde, ça va être ça. Puis elle va être disponible en ligne au complet. OK. Puis on vous encourage à la regarder au complet en ligne, parce que c'est des 17 minutes, fait que ça se binge-watch vraiment bien. Ah oui, OK. Parce que sinon, elle est à la télé les jeudis à 21h30. En 17 minutes aussi? Ouais. Écoute, la télé se renouvelle. Oui. On met des séries web à la télé maintenant avec des budgets entre deux. OK. C'est ça qui se passe. Fait qu'il se passe quoi pour les 13 autres minutes de la... Je sais pas. OK. On découvre ça ensemble. Je sais à Télé-Québec je sais pas s'ils mettent vraiment beaucoup de pubs ou... on a une pause pub, fait que techniquement... mais je pense qu'ils vont sûrement mettre des capsules ou quelque chose. Ouais. Mais de plus en plus... bon, j'ai pas le câble chez nous, mais mettons une fois de temps en temps, je passe chez mes parents puis je vois la grille horaire ressemble à quoi. Puis la grille horaire, elle dépasse de plus en plus les heures. Ils se permettent ça, c'est pas tant grave. Parce que le linéaire, 22 minutes, je pense, c'est comme... d'un, c'est difficile à faire financer. Fait que là, souvent, on est à 5 minutes près d'avoir ce format-là. Ouais. Mais en même temps... On a un format web aussi, on a eu du financement web, fait qu'on est comme dans genre... On tombe vraiment dans une... C'est un peu une première, je pense. Là. Mais ils l'ont fait Télé-Québec. Non, ils ont mis des séries web à la télé. Mais en fait, c'est parce qu'ils se rendent compte que je pense que la qualité de la série web est rendue tellement élevée. Tu vois, c'est plus ce que c'était. Il n'y a pas de différence, là, à mon avis. Il y a une différence dans le budget, là, je peux te le dire. Oui, excuse, mais niveau qualité... Mais niveau qualité, on fait des miracles. Fait que je pense que c'est là qu'ils sont intelligents, ils capitalisent là-dessus pour faire une grille horaire. Puis au final, mais pour eux, la télé linéaire, pour le public qui est ciblé avec notre série, c'est moins peut-être... eux, c'est vraiment ce qui va être sur le web qui va être important. Ouais, je comprends. Puis eux, ils veulent vraiment un taux de complétion qui est le fun. Puis c'est une série pour le web. C'est une série qui est faite pour être binge-watchée. C'est pas un par semaine, c'est dense. Pourquoi tu le recommandes? C'est pour ça que je le recommande comme ça, parce que ça a été écrit pour ça aussi. Puis c'est un peu le format de base. Mais c'est le fun parce que aussi on a une belle visibilité en allant à la télé. Oui, OK, je comprends. C'est ça. C'est vrai, en fait, que la web-série est plus faite pour être binge-watchée. Oui, c'est ça. C'est pas juste... un par semaine, tu sais. Puis là, c'est 17 minutes, fait que ça passe vite en maudit, là. Mais ouais, mais on est quand même chanceux que ça soit à la télé, fait que je me plaignerai pas. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire... Pénélope Partout, c'est l'histoire de Pénélope.
C'est l'histoire d'une crise de folle. Mais c'est ça, c'est plus l'histoire de Camille. C'est plus l'histoire de Camille, en fait. Camille, qui est jouée par Rosemary Perrault. Et moi, je joue Pénélope. En fait, Camille a un pattern depuis toujours où syndrome de Munchausen, là, qui est les gens qui se provoquent des accidents ou de la douleur volontaire pour être pris en charge puis attirer l'attention. Puis elle, depuis qu'elle est jeune, elle provoque des accidents. Elle simule des choses aussi pour être prise en charge. Puis elle le fait auprès de personnes qu'elle a ciblées préalablement, qui ont le syndrome du sauveur puis qui ont l'espèce de dévotion ultime toujours. Tu sais, des gens seuls qui ont besoin d'aider pour exister aussi. Fait que c'est comme... Puis là, c'est le cas de mon personnage Pénélope, qui est une infirmière complètement dévouée, qui s'oublie constamment. Fait que là, c'est comme la rencontre entre ces deux-là. C'est comme le syndrome de Munchausen, qui est ce que je viens de dire, et rencontre le syndrome du sauveur, qui devient un petit peu le syndrome de Stockholm. Mais ça, c'est pour la suite. Fait que j'en dévoile pas trop, mais il y a beaucoup de syndromes là-dedans. Mais en gros, c'est ça. Fait que c'est comme une comédie romantique noire, parce que du point de vue de Camille, elle tombe complètement amoureuse, mais dans une... Pas de l'amour. Elle est comme en amour avec l'amour, c'est comme l'obsession. Elle tombe complètement obsédée par Pénélope, puis elle veut à tout prix rentrer dans sa vie, puis elle réussit en l'isolant, en faisant plein de manigances, en mentant, en se victimisant. Elle fait des choses odieuses. Vraiment. Des fois, on est sur la limite. On se dit, hey, on peut-tu mettre ça à la télé? Mon Dieu, c'est tellement... C'est pas correct ce qu'elle fait. Là. C'est grave. Ça donne des mauvaises idées. Ben non, mais si je me dis, mon Dieu, oui, quasiment. Puis mais en même temps, on avait vraiment le désir de faire un antagoniste qui est terrible, un monstre, mais auquel on finit par s'attacher quand même parce que c'est Rosemary et qu'elle est super charismatique. OK. C'est ça qui est intéressant. Elle fait des choses odieuses, mais tu te surprends quasiment à prendre pour elle à un moment donné. T'es tout le temps en train de te demander... Pitié ou empathique parce que tu le sais que ça vient d'une souffrance, d'une solitude, d'une souffrance, d'un grand vide affectif. Mais t'es aussi toujours en train de te demander comme spectateur, elle va-tu se faire pogner? Voyons, jusqu'où elle va aller? Fait que c'est ça qui est le fun aussi. On s'est inspiré vraiment de séries, honnêtement, un peu plus américaines, on ne va pas se mentir. Là. HBO, Beef, des films comme Saltburn. Saltburn, je l'ai pas, mais Beef, je l'ai vraiment en tête. Ben, c'est ça, tu sais, où c'est vraiment... Les personnages, c'est vraiment des antagonistes qui font des mauvais choix, mais t'es comme, je peux pas croire qu'il fait ça. Oh my God. Puis t'es tout le temps dans l'espèce de malaise aussi. Ouais, OK. Fait que quand le malaise est trop grand puis que tu peux juste rire de ce qui te reste, tu sais. Fait qu'on avait vraiment envie d'écrire ça, en fait, puis de se faire plaisir, puis d'écrire. C'est bête et méchant, là. C'est vraiment pas moralisateur. On parle de la solitude puis du vide affectif, mais avec un regard extrêmement grinçant puis malaisant sur la chose. Oui. Ben, je veux dire... Tous nos personnages sont cringe. Sont tous détestables. Mon personnage est haïssable. Ah ouais? Ouais. Puis c'est vraiment un anticaste, là. Oui, pas que je suis pas haïssable, mais je pense que je suis pas haïssable. Mais Rosemary, tu sais, est adorable comme personne dans la vie, puis elle joue ce monstre-là avec une conviction qui est effrayante. Elle s'est transformée, elle s'est métamorphosée. C'est vraiment un anti-casting. Puis moi, à l'inverse, je joue tout le temps des filles bubbly, un peu plus qui ont du caractère. Ou, sauf dans Symphonie pathétique. Ben, Symphonie pathétique, c'est comme l'autre extrême du spectre. Elle est sur le spectre un peu, je pense. Là, puis elle est comme complètement focus. Puis c'est un peu folle. Là. Elle pourrait être bubbly si les choses fonctionnaient bien. Elle pourrait être bubbly, mais comme follement obsédée par son but. Fait qu'elle comme, elle déroge pas. Puis dans Pénélope? Ben, dans Pénélope, c'est vraiment, on est à l'autre extrême d'une fille qui a pas confiance en elle, qui a pas d'ambition, qui est mal dans sa peau, qui est super gênée, qui prend pas de place, puis qui se fait piler dessus. Fait que c'est vraiment l'inverse de Morgane, tu sais. Puis ton but, c'était-tu d'écrire ça en sachant que c'est toi qui voulais jouer? Ben, un peu. Au début, je sais pas, des fois, on l'écrivait, c'est comme, c'est sûr, j'aime ça me donner des rôles dans mes projets parce que je serais envieuse. Parce que personne t'en donne d'autres. Non, un peu des fois. Ben pour elle, non, mais. Ben non, mais c'est of course que c'est une blague. Ben des fois, il y a un peu de ça. Là. Il y a un peu de genre, ben j'aime trouver de la job, je vais l'écrire. Là. Il y a un peu de ça derrière certains projets que peut-être que j'ai menés dans ma vie, mais ça vient toujours plus d'un désir de raconter une histoire puis de m'amuser à l'écrire parce que j'aime vraiment la scénarisation. Mais après ça, c'est plus un genre de... Je vais être jalouse de la fille qui va jouer ça. Ah, OK, ouais. Parce que j'ai le goût de m'amuser. Parce que c'est tellement, pour moi, écrire ses propres personnages, c'est toucher à la création la façon la plus complète ou globale. La plus complète qu'il n'y a pas. Parce que toutes mes répliques, je les ai écrites moi-même. Fait que mon personnage a été tellement réfléchi en amont que quand j'arrive sur le plateau, je suis tellement libre dans mon jeu. Puis il y a tellement quelque chose de puissant, je trouve, comme créatrice, de pouvoir créer son personnage. Fait que je pense que le désir de jouer dans mes projets vient plus de là. C'est vraiment c'est fun. Tu sais, quand j'ai vécu ça avec Symphonie pathétique la première fois, j'ai vraiment touché à quelque chose.
Puis là, j'étais comme, tu sais, j'ai envie. Ça veut pas dire que je vais jouer dans tous les projets que j'écris, je pense pas. Tu sais, là, je coécris des affaires aussi, tu sais, que je suis juste scénariste, puis c'est correct, mais il y a des rôles où je suis comme, hey, ça, je peux le faire. Puis Penelope, c'était ça, puis on avait envie. Mon chum, plus que moi, là, c'était super drôle. Pablo, il était comme, j'ai envie de te voir dans autre chose, puis j'ai envie que tu relèves ce défi-là. Puis j'étais comme, OK. Puis ça a comme grow on me, puis j'étais comme, OK, un anti-cast, OK. De temps en temps, on écrivait Camille, puis on est sûr, je peux pas jouer Camille. Puis t'es comme, mais non, c'est pas le casting. J'étais comme, je sais, mais comme, Penelope, elle me fait peur, elle me cringe. Puis en même temps, j'ai tellement eu de fun à jouer ça parce que c'est tellement loin de moi. C'est-tu le genre de acting que c'est comme drôle à faire tellement. Ben un peu, tu sais, c'est des petits sourires, genre. Tu sais, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement. Tu sais, c'est pas. Ça reste une série avec un ton hyper réaliste, là. Personne joue gros, là, mais on est comme. Penelope, ça reste très. La posture, tout le temps de merde, là, tout le temps, genre. Tu sais, j'étais tout le temps de même. OK. Fait que c'est pas gros, mais c'est là quand même. Oui, mais je pense que c'est dans la subtilité qu'on remarque c'est ça, mais des traits de caractère. Ouais, c'était le fun à jouer. Fait que je suis contente que la prod et le diffuseur aient accepté que je joue dans mon projet parce que c'est pas garanti non plus quand t'écris que non, c'est vrai, tu peux jouer dedans. Là. Mais c'est quand même le fun que le processus artistique, tu l'as vraiment vécu comme de A à Z. Puis c'est qui monte ou qui réalise? Pablo, avec qui j'ai coécrit, qui est mon conjoint. Mon conjoint de fait depuis genre 2 mois. Okay. Mon chum. Félicitations. On a fait nos impôts ensemble. Mon chum co-réalise avec Philippe Grenier. Qui a fait beaucoup de télé, qui a fait le programme de télé à l'UQAM aussi, je pense. Okay. Ou de cinéma, je ne sais plus lequel des deux, mais non, il est plus vieux. Il a mon âge. Okay. Il était comme 1 an plus vieux que moi. Puis Philippe Grenier, c'est ça. Fait qu'on est comme un trio ensemble. Puis ce qui est super le fun, c'est que la production m'inclut dans tous les choix artistiques. Fait que je suis un peu showrunner aussi, dans le sens où j'ai participé au casting. Là, je donne mon avis sur les montages, puis on respecte mon opinion. Fait que je suis vraiment comme créatrice de la série avec Pablo, puis on a un beau respect de toute notre équipe, de notre vision, puis c'est vraiment... On est vraiment chanceux. On est vraiment choyés. Est-ce que ça crée une série ou un résultat trop homogène, à ton avis, si c'est... Ben, c'est pour ça qu'on a fait comme dirigé de A à Z. Ouais, ben c'est pour ça qu'on a fait venir Philippe dans l'équation. Comme on s'est dit d'avoir une tierce personne, ça nous sort un peu de notre chambre d'écho à 2. Qui vient questionner un peu qui vient les questionner, choix. Qui vient remettre en question, qui apporte une nouvelle couleur aussi, une nouvelle lumière sur les choses. Il y a Philippe, il est super bon dans tout ce qui est comme esthétique, puis super bon en tournage aussi, puis super bon en montage. Fait que c'était le fun d'avoir ces forces-là. Puis Pablo, ses forces sont ailleurs. Fait que c'était vraiment complémentaire leurs forces. Puis Pablo, Phil, on lui a donné les épisodes où il y a beaucoup de trucs techniques à faire aussi. Puis il y a des moments super fantasmés, plus poétiques, plus oniriques aussi. C'est vraiment sa spécialité. Fait que c'est vraiment venu enrichir la série. T'sais. Fait que nous, c'était sûr qu'on fait pas juste ça à 2. Puis je veux dire, la production, Sarah Châtelain, la productrice déléguée, Marie-Ève Albert, tout le monde nous donne aussi leur opinion. Fait que on écoute tout le monde aussi. Là. Des fois, on est un peu tête de cochon sur certains trucs. Là. Genre, il y a une joke de pet dans la série, puis tout le monde nous disait de la couper, puis on l'a gardée, puis on l'adore. Puis je sais pas si ça les a fait rire, mais c'est notre joke de pet à nous. La série n'est pas encore sortie, ça peut changer encore. Ça m'étonnerait qu'on coupe ça. C'est notre... Mais tu sais, fait que des fois, on est quand même... Mais en fait, je pense qu'une bonne qualité de créateur, c'est d'être capable de te remettre en question. Là, parce que si tu passes pas par cette étape-là, ben t'es dans ta tête, puis des fois, ça se rend pas, puis des fois, ça... Il n'y a rien comme le travail d'équipe. Là. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix. En même temps, je pense que des fois, il y a des créateurs solo qui se remettent trop en question, peut-être, puis qui avancent pas non plus. Ben, c'est pour ça que c'est le fun d'être à 2 aussi. Tu sais. Moi, honnêtement, j'ai de la misère. Je pense pas que j'écrirais toute seule. Parce que tu aurais tout le temps un blocage de... Tu montes. Ben, tu sais, là, je l'ai fait un peu pour mon projet de théâtre documentaire. Là. On en reparlera plus tard. Oui, on y arrive. Mais ça me fait du bien de créer toute seule, mais ultimement, je pense pour des choses comme qui sont aussi complexes que de la télé, que des séries avec plein de trames différentes, je suis comme, faire tous ces choix-là, c'est tellement plus le fun de les faire à 2, puis de se challenger, puis de pas être d'accord, puis de s'ostiner. C'est tellement plus créativement aussi... Tu sais, je veux dire, Pablo, il y a des idées... Toutes les idées tordues dans la série, c'est Pablo. Là. Moi, je suis pas tordue dans la vie. Là. Fait que, tu sais, lui, oui. Mais moi, tout ce qui est complexité psychologique et dialogue, funny, c'est moi. Tu sais. Fait qu'on a chacun nos forces dans ça. Tu sais, lui, il rentre dans la mise en scène puis vraiment en écrire intelligemment les scènes. Mais tu sais, fait que je suis comme toute seule. J'aurais pas ce regard-là. Toute seule, lui, il écrirait des dialogues comme un Français qui vit au Québec depuis 15 ans. Là. Tu sais, oui. Forcément, ça se sent des fois.
Fait que, tu sais, c'est ça, on se complémente. Fait que je suis comme, pour moi, c'est important, cette collaboration-là. Puis c'est tellement le fun. Toute seule, je pourrais. Ben là, je le fais pour mon show de théâtre, là, mais Oui. c'est un autre, c'est ça, je sais pas, c'est un autre défi. Ouais, c'est un projet un peu différent, puis peut-être un peu plus intime, j'ai l'impression, ton projet de théâtre. Ouais, puis il y a quelque chose d'un peu plus libre aussi. Tu sais, là, on a une production, on a un diffuseur, il y a des milliers de personnes qui vont regarder ça. Bon, on l'espère. J'espère. Non, mais j'espère aussi. Je fais beaucoup de jokes ironiques ou sarcastiques dans la vie. Ouais, mais t'es souvent on point, là. Je suis genre, ouais, moi aussi, j'espère. Excuse-moi, c'est juste pour les blagues. C'est pas... ça marche. Mais oui, fait que, je sais pas, le fardeau est comme moins gros, on dirait. En théâtre. Ben, pas en théâtre. Je respecte le théâtre, mais en tout cas, ce projet-là est tellement encore embryonnaire qu'on dirait que c'est comme moins grave. C'est moins grave si je me plante là-dedans que si je me plante, genre. Ah oui, à Télé-Québec. Devant des milliers de personnes, oui. C'est ça. Je le comprends. Ouais. Fait que ouais. Est-ce qu'on y vient maintenant à ton projet? On peut. Ça serait une bonne slide vers ça. Donc, tu as un projet encore embryonnaire, mais de théâtre documentaire sur notre rapport au ciel et aux étoiles. Ouais. C'est-tu comme. Tu le dis super bien. Résumé? Ouais. Ben, pas résumé, mais. Ben oui, en gros sur. Ou l'intention, du moins. Oui. Qui s'appelle? Y a-tu un nom déjà? Ben là, mon nom de travail, c'était La disparition du ciel. Ah oui, OK. Ouais. Et c'est ça. Dans le fond, ben, c'était à la base, à la genèse, c'était un projet télé sur l'astrotourisme à travers le monde que j'avais. Une série documentaire que j'avais pitché avec une boîte de prod. À travers le monde, fait que planétairement, comme? Oui. Wow. Aller voir dans tous les lieux où il y a comme des activités d'astrotourisme, puis aller à la rencontre des gens qui s'intéressent à ça, puis de faire le lien avec l'humain. Volez-moi pas mon idée, elle existe, puis elle a été pitchée, puis personne n'a pris. Puis ben c'est ça, aucun diffuseur a accepté le projet. Je pense que c'était trop ambitieux. OK. Ou peut-être trop niché, ce qui est un peu mon fléau constant dans ma pratique artistique. Là. Je fais des affaires super nichées, finalement. En même temps, des choses qui te correspondent. Là. Ouais, je pense. Ben oui. Ben, c'est authentique, puis je pense qu'il ne faut pas chercher à faire un art non, qui c'est ça, exact. plaît aux autres. Là. Puis tu sais, je pense pas que je vais écrire du stat dans ma vie. Là. C'est pas mon intérêt. Là. J'aime mieux écrire ce qui me passionne. Ça donne que c'est l'opéra-théâtre et l'astronomie. Fait que Mais oui, fait que là, j'avais ça. Puis bon, j'étais comme déçue un peu que cette idée-là, comme n'existe pas. Puis après ça, je me suis questionnée comme sur le médium. Je me suis dit, est-ce que c'est le meilleur médium tant que ça? C'est quand même complexe, les séries télé et tout ça, même si c'est en vidéo légère et tout. Puis j'ai vu passer une affaire de porte-parole, qui est une compagnie de théâtre qui fait du théâtre documentaire, qui ont fait Gémidro. Puis à chaque année, eux, ils organisent des pitchs où ils sélectionnent des projets, puis ils accompagnent au mentorat jusqu'à la présentation du pitch du projet. OK. Ils t'offrent du mentorat, puis une classe de maître. Puis après ça, ben, tu peux aller vraiment pitcher ton projet devant le public, puis tu peux gagner une bourse. OK. Donc là, je faisais la vaisselle. Puis j'ai dit, hey, les pitchs pour pas. Faudrait que je m'inscrive, faudrait que je regarde. Puis je regarde sur mon téléphone, les mains mouillées, puis je fais, la date limite, c'est lundi. Puis on était vendredi. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais faire de quoi avec ça. Fait que j'ai passé la fin de semaine à monter un dossier, puis je me suis inscrite, puis j'ai été prise. Fait que là, j'étais comme, wow. Puis tu sais, ils en prennent genre 4 sur 60. Fait que là, on dirait, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai un projet, tu sais, faut que ça existe. Là. Mon projet, il finalement. faut que soit en vie. Là. Ouais, puis je pense qu'à ce moment-là, ça venait justement d'un besoin de faire quelque chose toute seule parce qu'on venait de finir l'écriture de Pénélope Partout. Fait que ça, c'était 6 mois temps plein avec mon chum à la maison à écrire. Puis on venait d'écrire un autre court-métrage ensemble qu'on venait de finir le dépôt. Puis j'étais comme, je pense que j'ai besoin de retourner dans ma tête à moi toute seule. Fait que je pense que c'était comme un genre de tentative manquée d'aller vers là. Puis ben c'est ça, fait que là, j'ai été prise. Puis là, j'ai fait l'aventure avec porte-parole des pitchs jusqu'au bout. J'ai pas gagné la bourse, mais j'ai eu des super beaux retours sur le projet. Puis ça m'a permis comme de le mettre d'avoir un élan. Fait qu'en gros, j'ai fait genre 8 entrevues avec des astronautes, des astrophysiciens. Je vais parler du sujet aussi peut-être. Ouais. Dans le fond, c'est que moi, je suis une grande passionnée d'astronomie depuis toujours. Ouais. Puis les étoiles, je sais pas si tu as remarqué, mais on en voit de moins en moins. En ville, la pollution lumineuse, c'est vraiment quelque chose qui augmente à chaque année. 10% du ciel nocturne s'illumine à chaque année. Fait qu'on perd 10% d'étoiles. Ouais. 10% par année. Dans les 10 dernières années, c'est ça les stats. Puis j'étais comme, OK, fait que dans 10-15 ans, on n'aura juste plus d'étoiles au rythme où ça va. Puis, du moins dans les villes. Ben, en ville, mais il va falloir aller super loin en campagne parce que la pollution lumineuse, c'est comme un cancer, ça se propage vraiment. Ça déborde vraiment facilement. Parce que ça a comme un reste dans l'atmosphère. Puis ça... Exact, tu sais. Ça, Puis... Comme ça réfracte sur... Ouais.
différents éléments, différents... Ben, c'est juste, c'est large. T'sais, l'impact d'une ville, même si elle est petite, va être large en termes de pollution lumineuse parce que la lumière se diffuse dans l'atmosphère. Écoute, les trucs scientifiques, là, c'est vraiment pas mon fort, par contre. OK. Mais c'est ça. Puis là, j'étais comme, ben mon Dieu, on perd nos étoiles, puis tout le monde s'en fout. Puis en ce moment, il y a comme la course à l'espace aussi. Il y a SpaceX qui est en train d'installer, ils veulent mettre 1 million de satellites en orbite. Les satellites reflètent la lumière. Mm-hmm. Il y a des entreprises californiennes qui veulent installer des gros miroirs géants en orbite pour refléter la lumière du jour puis rallonger la durée du jour sur Terre. Fait qu'on perd, c'est ça. Fait qu'on perdrait la nuit, puis on perd tout notre rapport à la noirceur, puis pour la biodiversité, c'est désastreux, les insectes, les animaux, puis ben, les humains aussi, il y a des cancers hormonaux qui sont liés à ça. Puis en dehors de tous ces impacts-là, ça, je savais pas. Il y aurait des preuves de ça, que ça serait directement lié. Je savais que pour les animaux, eux, ils feront pas la différence entre... nous, on peut se dire, OK, il est 10 heures du soir, ben même si. Mais eux, tous les cycles reproducteurs, les directions, les oiseaux migrateurs, tout est foqué par la pollution lumineuse, vraiment beaucoup. Puis, en dehors de ça, j'étais comme, on est en train de perdre notre ciel. Le ciel est en train de devenir un des plus gros dépotoirs de l'humanité parce que tous ces objets-là qui sont en train de se faire mettre en orbite, ça deviennent des débris éventuellement. Puis des débris qui créent d'autres débris. Même avant qu'ils soient pas des débris, c'est là. C'est là, tu sais, mais en même temps, on en bénéficie. Fait que là, je trouve ça intéressant parce que les satellites, on s'en sert à tous les jours, tu sais. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup puis qui a beaucoup de bienfaits. Fait que comment on peut s'en servir de façon intelligente sans polluer tout ça. Puis c'est ça, on est en train de perdre le ciel, en fait, puis tout le monde, personne le sait, puis parce que personne le voit. Fait que mon projet, c'était comme un peu, le but, c'était de mettre ça en lumière pour pas faire de mauvais jeu de mots sur la lumière, mais c'était vraiment d'aller parler aux gens. Hey, savez-vous, il y a ça qui se trame dans le ciel en ce moment. Puis j'ai aussi cherché à peut-être, au début, j'antagonisais les satellites, puis tout ça, puis j'étais allée dans une entreprise de satellites, puis j'en ai parlé avec eux, puis il y a tellement de bienfaits à ça. Puis c'est tellement important d'avoir une capacité de lancement souveraine aussi, puis d'être capable de lancer ses propres satellites parce que c'est devenu tellement géopolitique. Fait qu'il y a tous des gros enjeux par rapport au ciel en ce moment. Puis la législation qui existe pour ça est minime. Là. Il y a le traité de l'espace qui date de 67 puis qui a été signé par des pays qui n'existent plus. Puis le résumé tient sur 3 pages, scanné tout croche. Puis tu dis, OK, ben ça, c'est ce qui régit l'espace à l'ONU. C'est absurde. Le droit n'arrive comme pas à suivre l'évolution technologique. Puis c'est là que ça se passe. Fait qu'on dirait que j'avais comme... Bref, pour toutes ces raisons, j'avais comme besoin d'en parler puis de questionner pourquoi on n'est plus capable de parler du ciel, mettons. De parler du ciel, puis qu'on est en train de perdre ça, puis tout le monde s'en fout. Puis les étoiles, pour moi, c'est comme un repère qui nous replace dans notre humanité. Puis tu te rappelles que t'es un animal intelligent qui flotte sur une roche pleine de magma quand tu regardes les étoiles, puis tu te dis, mon Dieu, il n'y a rien de grave, ou tu sais, ça te fait tellement relativiser. C'est vrai. Puis ça te replace dans genre. Tu sais, puis je pense que les plus grands environnementalistes au monde, c'est les astronautes, parce que c'est eux qui ont une vision de la planète que personne n'a eue, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui peut être astronaute. C'est que pour moi, de regarder le ciel, c'est comme ma façon un peu de me connecter à ce qui est plus grand que moi, à l'univers. Puis on est en train de perdre ça. À se rappeler qu'on n'est vraiment rien, puis qu'on s'en fait pour rien. Fait que tu sais, j'étais comme, OK, j'ai envie d'amener ça au théâtre, puis je trouve que c'était comme une façon de comme parler de ma passion pour l'astronomie, puis en même temps de faire quelque chose d'utile. Parce que je pense que justement, peut-être on revient aussi au divertissement, tu sais, j'écris des œuvres pour mon plaisir personnel, puis j'espère faire rire les gens, puis les toucher. Mais je milite pas beaucoup sur des causes vraiment précises, tu sais. Puis qu'on dirait que ce projet-là venait remplir un peu ce besoin-là que j'avais peut-être de me prononcer sur un enjeu environnemental, sociétal. Fait que là, c'est ça. Là, c'est comme en développement. C'est pour ça que tu m'as battu. Mais pour la petite histoire, il m'a demandé de parler de théâtre documentaire à la base. Oui, mais c'est ça. J'étais comme, la raison de mon invitation, c'était, oh mon Dieu, ton projet m'intéresse tellement. Je veux que tu viennes m'en parler. Mais j'étais comme, mais il n'existe pas encore. C'est comme super embryonnaire. Mais tu sais, c'est ça. Là, j'ai parlé à des astronautes, des astrophysiciens, astrophysiciennes, un ingénieur, un urbaniste. J'étais allée à la réserve étoilée du Mont-Mégantic. J'ai parlé avec le coordonnateur scientifique de la réserve. Tu sais, j'étais en train de me faire un beau réseau d'intervenants qui me mettent au fait un peu de tout ce qui se fait comme action pour contrer ça, ou c'est mettre au fait des problématiques puis des prochains défis, tu sais. Mais là, après ça, il faut que je trouve un peu mon écriture théâtrale là-dedans, tu sais, c'est quoi ma quête concrète dans ce projet-là, tu sais, parce que je pense que chaque projet théâtre documentaire doit avoir une quête précise, répondre à une grande question, tu sais. Puis moi, ma grande question, c'est un peu à qui appartient le ciel? À tout le monde ou à personne? Ben déjà, qui appartient la Terre?
Ben, c'est ça, tu sais. Tu parles d'astronautes. Je me rappelle qu'il y a un astronaute qui était juste comme, tu regardes la Terre, il n'y a pas de frontières. Là. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'overview effect. Puis quand tu vis ça, ça remet tout en question ta perception de l'humanité. Puis là, t'es comme, il y a des frontières sur Terre, mais là, il va en avoir dans le ciel. Mais le ciel, tu peux pas vraiment. Techniquement, le ciel, selon le traité de l'espace, il appartient à tout le monde. Puis là, c'est le problème qu'il aurait dû dire que ça appartient à personne. Puis ça, j'en parle à mon pitch parce que je suis comme ça. J'ai posé la question à plein de monde. Selon toi, ça appartient à tout le monde ou à personne? Puis les réponses sont toutes variées. Puis après ça, je me dis, OK, ben ça veut-tu dire la même affaire? Parce que si c'est à tout le monde, comment on fait pour le protéger? Puis si c'est à personne, ben pourquoi on le colonise? T'sais? Pourquoi les gens vont s'installer des satellites, des constellations de satellites, des miroirs géants? Pourquoi on veut aller coloniser la Lune? Pourquoi? Tu sais, c'est... Toutes ces questions-là se posent, puis c'est important de se les poser. C'est comme, c'est plus grand que nous, puis c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Là. En même temps, c'est des questions qu'on se pose en tant qu'humain, mais qui sont tellement absurdes. Mais oui, tu sais, je suis comme les gens, puis j'en parle aussi dans mon projet. Tu te dis, on va aller, mettons, coloniser la Lune, mais je suis comme... C'est abstrait encore, puis c'est absurde un peu comme concept, mais Artemis 3... La prochaine mission, Artemis 4, Artemis 5, le but, c'est d'installer une base sur la Lune. Oui. C'est en manœuvre en ce moment, tout ça, quand même. C'est ça. Non, mais c'est parce que ça m'a juste fait... J'ai comme eu un flash dans ma tête, puis j'étais comme... On se bat entre nous pour des frontières terrestres. Ben oui, puis là, on veut aller... Puis, non, mais dans le sens, on pourrait, mettons science-fiction ou pas, mais rencontrer d'autres civilisations sur la... Non, mais pas sur la Lune, mais... La Lune nous appartient pas plus qu'elle appartient au Soleil ou à Mars. À part que c'est notre satellite à nous, mais je veux dire... Ben non, ça suffit en elle. Elle n'a pas besoin qu'on aille miner tous ces minéraux. Là. La propriété physique de la chose... En tout cas... Tu sais, chez les Premières Nations, la Lune a une symbolique tellement... Ils l'appellent la grand-mère, puis ça a une symbolique tellement importante. Puis d'imaginer des gens piler là-dessus, c'est scandaleux. Puis d'aller piller toutes ces ressources-là, c'est comme... Tu sais, il y a tellement de gens pour qui la Lune est symbolique et importante, puis on fait fi de ça juste pour l'économie, puis mais tu sais, après ça, c'est ça. Je veux pas refaire le monde avec ce projet-là, mais j'ai quand même envie de mettre... Ça éveille des consciences ici et là. Puis tu sais, je pense... Ah, j'avais un point, j'ai oublié. Ouais, est-ce que je t'ai coupé tantôt en parlant? Non, mais c'est intéressant, là, on en parle d'overview. Non, je sais plus, mais je pense que t'as peut-être dit ce que je voulais dire, mais tu sais, c'est ça, il y a tellement de... Ah oui, c'est ça, ben, c'est parce que il y a une des astrophysiciennes à qui j'ai parlé qui m'a initié au concept du paradoxe du bien commun, qui est aussi appelé la tragédie des biens communs. OK. Puis quand on possède tous quelque chose collectivement, mais on n'arrive pas à en prendre soin. Puis c'est comme cette chose-là est vouée à être détruite par l'humain, puis c'est comme observable. Si on la possède collectivement? Mais genre, mettons, si quelque chose appartient à tout le monde, personne n'en prend soin. C'est un peu ça le concept. Okay, comme des fois, il y a eu des débats sur les fonds des rivières. C'est acquis, les rivières sont acquis. Tu sais, ça, puis finalement, on n'en prend pas soin. C'est le rôle de personne, de tout le monde, c'est le rôle de personne. exact, c'est ça. Mais le ciel. C'est l'analogie d'un enfant, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais tu sais, si on est comme 6 parents autour d'une piscine, il n'y a personne qui regarde qui se noie. Là. Ben, c'est ça. Parce que c'est la responsabilité de tout le monde, donc tout le monde se dit l'autre va le faire, c'est ça. L'autre va le faire, quelqu'un va s'en rendre compte. C'est ça. Fait que moi, j'ai comme envie de poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est quoi notre responsabilité collective par rapport à ça, puis comment on peut faire quelque chose, parce que je veux dire, c'est David contre Goliath, là. C'est pas moi qui vais aller dire à Elon Musk d'arrêter de mettre ses satellites, puis lui dire que 1 million, c'est peut-être trop, OK, Elon, 1 million, t'exagères. Mais c'est David contre Goliath dans bien des affaires, et de plus en plus, là. Fait que tu sais, moi, je suis comme, ma seule façon de militer pour ça, c'est de je sais pas, d'aller parler de pollution lumineuse au sol, puis de dire aux gens de cultiver leur rapport au ciel, tu sais. Puis là, je suis devenue guide d'astrotourisme, puis là, je fais des... des randonnées maintenant d'observation nocturne. Fait que tu sais, j'essaie de partager cette passion-là au maximum. Ouais. Tu fais ça où? Un peu partout, ça s'appelle Zenderful. C'est la compagnie d'un guide qui fait ça depuis quelques années. Puis là, il a introduit des nouveaux guides cette année. Fait qu'on est comme une petite batch de nouveaux guides. Dans le fond, c'est des randonnées nocturnes. Il y a des séjours aussi à Mégantic, Sutton, Tremblant. On organise le covoiturage en partance de Montréal. Puis on vous amène dans un lieu sans pollution lumineuse. Puis souvent, on va monter une montagne. Puis au sommet, moi, je donne une petite leçon d'astronomie, les constellations, les histoires sur la Lune, comment observer. Puis après ça, il y a un guide d'astrophoto qui vous montre comment faire des bonnes photos avec vos téléphones ou appareils photo si les gens en ont. Fait que longue exposition. Longue exposition, tout ça, les principes de base. Puis on fait une séance de portrait de nuit. Puis on contemple.
Puis je me retrouve avec des inconnus, à vivre des belles expériences, à regarder le ciel en silence. C'est tellement le fun. Wow! C'est vraiment une belle activité. Genre, c'est assez abordable dépendamment du forfait que vous prenez. Là. Okay. Il y en a que c'est des nuits, fait que c'est sûr c'est plus cher un peu parce que ça inclut une nuit en refuge à Mégantic. Okay. Mais c'est une belle activité estivale à faire. Là. Zenderfold? Zenderfold. Comment t'écris ça? C'est un mélange de zen et de wonderful. Fait que c'est Z-E-N-D-E-R-F-U-L. OK, Zenderfold. OK, je le prononçais, mais j'avais de la misère à visualiser. C'est bilingue, fait que c'est ça. Tout le monde est la bienvenue. Wow! C'est vraiment le fun. Fait que, tu vois, j'essaie de comme, aller partager ça un peu, cette passion-là, au maximum. Mais c'est sûr que mon projet, ça va contribuer aussi à ça, j'espère. Ben, si ça se fait, là, mais ça va se faire. Tu vas te faire commanditer par Zenderfold. Je pense pas. Je pense pas, mais non. C'est une petite compagnie quand même. Mais peut-être, oui. Non, sponsorisé. Mais sponsorisé, mais je voulais juste dire. Ils vont mettre leur logo dans mon programme, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Tu comprenais ce que je voulais dire. Ouais. C'est quoi, toi, ta ruée vers l'art? Ta raison d'être là et de participer à ce concept-là, l'art? Ah, c'est intéressant. Puis où est-ce que tu t'en vas avec ça? Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes mes passions répondent un petit peu à cette question-là, tu sais, à la fois d'écrire, de créer, de faire rire, puis d'émerveiller, de partager ce sentiment-là d'émerveillement. Puis ça, je peux le faire à travers l'art. Mais ma psy m'a déjà posé cette question-là, tu sais, pourquoi? Puis j'étais comme, mais parce qu'il n'y a rien d'autre sinon. J'étais comme, il n'y a rien. J'ai essayé autre chose. Là. J'ai un bac en production. Là. Oui. Mais j'étais comme, c'était ça ou rien. Puis ça a toujours été ça. On dirait qu'il y a... Tu sais, je suis une hypersensible dans la vie. Puis j'ai comme envie de mettre ça au service de l'art. Puis je pense que j'ai une sensibilité. Puis ça a été long de me l'avouer parce que j'étais comme, c'est pas humble. Je suis pas spéciale. Moi, je suis qui, moi, pour vouloir partager ça? Mais à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je pense que comme... t'as une vision que t'as envie de partager, puis t'as une sensibilité qui t'est propre à toi, puis que t'as un humour à toi, que les gens arrivent à connecter, puis je me suis comme pas trop posé de questions, mais ça a toujours été la seule option, genre. C'est comme s'il y avait rien d'autre dans ma vie qui était possible. Tu sais, j'ai un plan B qui m'intéresse, puis des fois, je suis comme, j'y vais-tu, mais j'y vais pas, parce que je suis comme, je peux pas faire de l'art. C'est comme ma façon... C'est la seule chose qui donne un sens à ma vie, tu sais. Je me définis beaucoup par ce que je fais, puis ça donne du sens de faire de l'art. Parce que c'est magnifique. Puis c'est ce qui fait qu'on est des humains. Ah, OK. Ça répond à la prochaine question que j'avais. Mais OK. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est clair? C'est assez clair? Oui. C'est une grosse question. Oui, mais j'aime la poser. Mais c'est souvent la dernière question, en fait, que je pose en essayant de... Parce que souvent, c'est une question qui résume tout, là, tu sais. Ben ouais. Ben écoute, je sais pas. Ouais. Mais oui, c'est... Faut pas prendre la vie au sérieux. Comment? Faut pas prendre la vie au sérieux. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que quand t'as terminé en disant puis c'est ça qui nous rend humains, j'étais comme OK, parfait. J'ai la réponse. Ben, quelque chose dans l'humanité qui est incroyable, là, tu sais, on fait de la musique, tu sais, puis je veux dire, puis il y a sûrement des animaux aussi qui ont des formes d'art entre eux, là, mais je trouve quelque chose qui est propre à l'humain qui est tellement magique, là. Ouais. Mais je suis full d'accord avec toi, puis pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai l'impression qu'on vit pas dans une simulation, oui, c'est l'art. Ah, tellement. Parce que je suis comme, on n'a aucune raison de faire ça. Genre, comme, on se fait du bien, là. Ouais. Mais souvent, je vais voir un spectacle de musique, puis je me mets à juste pleurer, puis je suis comme, là, on est juste ici. Tu sais, on est sur la roche qui flotte, là. Ouais. Puis on a juste décidé de se rassembler ensemble. Pour vivre ça ensemble. Pour regarder quelqu'un faire quelque chose qui, lui, j'espère, aime et nous faire du bien, mais tout le monde en même temps. C'est fou. C'est fou. Je suis comme, tu peux pas calculer ça dans ma tête. Pour moi, il y a quelque chose à la conscience. Ouais. Tu sais, on peut venir avec l'intelligence artificielle, robotisation, c'est quoi la conscience, mais je suis comme, nous, on décide de notre plein gré de comme aller faire quelque chose qui nous fait du bien collectivement. Ouais. Juste d'être... En tout cas, il y a comme de quoi qui, pour moi, l'art, c'est la réponse pour moi de bien des affaires, tu sais. Parce que c'est l'intersection entre la conscience et les émotions, tu sais. C'est comme les deux ensemble. Il y a comme quelque chose de magique qui fait que, comme, OK, ça prend forme, ça devient de l'art, tu sais. C'est pas fantastique comme concept. Ouais. Tu sais, je suis comme, en sachant que ça existe, je peux pas rien faire d'autre de ma vie. My God, là. Ouais. Ben, en étant, du moins...
créatrice puis voulant y prendre part, là, tu sais. Ben mais oui, je suis tellement de l'avis que tout le monde devrait créer, aussi petit soit-il. absolument. Tout le monde a ça en lui. Ouais, puis t'as pas besoin d'en faire un métier pour être considéré artiste pour moi. Non, c'est ça. Puis ça, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est dans notre créneau artistique ou notre direction artistique, c'est dur de se dire, hey, dans le fond, je le fais parce que ça me fait du bien. Tu sais. Ouais. Fait quoi? Tu vois, le collage, j'y retourne maintenant juste par plaisir, genre. Oui. Puis j'ai pas besoin de les vendre, tu sais. Puis il y a comme. Mais c'est dur des fois. En fait, il faut trouver un équilibre, je pense, comme artiste, de le faire pour soi, puis de le faire comme métier aussi. Puis ça, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est vraiment difficile. Puis même quand c'est comme métier, j'ai l'impression qu'il faut se rappeler, mais je le fais pour moi. Ouais. Je le fais parce que j'aime. Puis pas pour genre le diffuseur, puis le public, puis genre les codes d'écoute. Puis le regard des autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il n'y a rien qui me pue plus au nez que quelqu'un que je sens qui est dans l'art. Pour les mauvaises raisons, genre. Ça, parce que c'est quoi la mauvaise raison? Et pour moi, une mauvaise raison, ce serait genre pour vivre à travers le regard des autres. Là, ah ouais, ben non. Moi, ça me. C'est ça. Non. Ben non, mais ça se sent souvent quand les gens sont pas là pour la bonne place parce que l'œuvre est pas sincère. Ah, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette sensibilité-là à ça, j'ai l'impression. Moi, je les sens les imposteurs. Ben, moi, avec. Mais en tout cas. Ben, pas pour dire qui que ce soit, tu sais, mais. Mais, rendu là, je veux dire. On appelle ça des fantassins. Des fantassins. C'est le petit nom qu'on donne à ces gens-là. C'est bon, je vais commencer à utiliser ça maintenant. Mais d'un autre côté, je me dis, si le résultat plaît à des gens, il fait du bien aux autres, je suis qui pour juger le fait que ça existe? Absolument. Pas du tout. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut pas. Mais je me permets de juger l'individu quand même qui est pas là pour les bonnes raisons. Oui. Là, mais tu sais, dans tous les milieux, il y a ça, là, tu sais. Mais. Ben, sûrement. Des imposteurs qui sont pas là pour les bonnes raisons. Je veux dire, c'est ça. Mais c'est pas tous les milieux qui vivent grâce au regard des autres. Non, c'est ça. Mais l'art amène ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça le danger avec ça. Puis le fléau aussi en même temps, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui glamorisent aussi la patente. Ouais. Puis ça, il n'y a rien qui me. Je sais pas comment dire, à chaque fois, ça m'étonne. Comment les gens perçoivent le métier et tout ça. Puis je suis comme, mais c'est pas ça la réalité. Là. La réalité, c'est que je fais souvent rien. J'angoisse la moitié du temps. Puis que, tu sais, c'est pas... je suis pas tout le temps en train de créer puis en train de genre remettre tout en question ma vie. Puis je suis misérable souvent. Puis des fois, j'ai pas d'argent pendant longtemps. Puis je bats de trip. Puis je retourne travailler en restauration. Puis tu sais, je suis comme... Il y a ça aussi, des fois, je suis comme, tu sais, on a mais c'est un autre sujet, là, mais. On peut l'aborder. On a cette capacité aussi à idéaliser un peu ce que c'est l'art. Ouais. Fait que quand il y a des fantassins qui arrivent et qui prétendent, je suis comme, non. C'est comme, faut passer par les étapes. Puis je pense pas que ça devrait être douloureux, forcément, mais je pense qu'il faut comme reconnaître que c'est pas un processus qui est toujours paisible et beau, même si c'est magnifique, l'art. Ça peut être douloureux par moment, puis. En même temps, je pense que la douleur peut même amener des belles œuvres aussi. Absolument. T'as comme l'équilibre à trouver entre tout ça. C'est ça, exact. Mais être un artiste, c'est pas facile. Comment? Être un artiste, c'est pas facile. Non, c'est ça. Non, ben d'en vivre. D'en vivre. Ben, être artiste. Ben, être aussi, parce que des fois, j'aurais aimé ça, là, faire autre chose. Tu sais, juste pour rebondir sur la dernière question, mais j'aurais aimé ça. Des fois, je suis comme... Parce qu'il n'y a rien d'autre, parce que ça me passionne. Puis je suis comme, je fais de l'art parce que c'est la seule option, mais j'aurais aimé ça être psychologue. Là. J'aurais aimé ça là, être prof. Là. J'aurais aimé ça genre rentrer à la maison puis pas penser à comme... mon chum, là, on habite ensemble, on crée ensemble. C'est comme, on fait l'épicerie, on parle à nos personnages qui n'existent pas. C'est comme, ça nous quitte jamais. Ce qui est super puis ce qui est en même temps très lourd. Tout le temps. Faut tout le temps que tu travailles. T'as jamais de pause. T'as jamais de... Parce que ta création, elle vient pas... C'est pas du 9 à 5. Non, c'est ça. Puis ton cerveau, veut pas, est toujours alerte à quelque chose qui peut être une idée. Ben oui. Qui peut être une inspiration. Absolument. Qui peut être quelque chose qui est porteur de sens pour toi. Oui. Moi, j'ai pas encore d'œuvre vraiment comme sortie, mais genre, j'écris beaucoup de musique puis beaucoup de textes. Puis au final, je me retrouve exactement dans cette situation-là d'être comme... Bon, c'est pas mon métier, mais comme... Puis oui, j'ai du plaisir à le faire, fait que j'ai pas... C'est pas ça, justement, qui me nourrit, fait que... Ben, monétairement, je veux dire. Fait que j'ai pas le stress de devoir tout le temps l'avoir en tête, mais je l'ai tout le temps en tête d'être comme OK, il vient de se passer telle affaire. Ça m'inspire une chanson, mettons. Ouais. Mettons, comme tantôt, on a parlé des étoiles là, qui disparaissent. Je suis comme OK, je saute là-dessus à soir, je prends ma guide, puis nice. c'est sûr que je fais une tune là-dessus. Ben oui. Je vais essayer qu'elle soit bonne. Mais
rendu là, moi, je le fais pour le plaisir. Mais si c'était de oh mon Dieu, genre, faut que je sorte une tune bientôt, faut que je sorte un album bientôt, faut que je mange. Puis là, que c'est pour cette raison-là que je capte le petit truc des étoiles, tu sais, cette parole-là, puis que je me dis, je vais faire quelque chose là-dessus. Hey, tabarouette, le stress, il vient d'augmenter, là. Ben oui. Ah oui. Non, parce que c'est un état d'alerte constant, puis c'est drainant, là, d'être toujours à l'affût, puis toujours aussi, puis je pense que si t'es artiste moindrement, ben t'es aussi un rêveur, fait que t'es toujours un peu dans ta tête, en train de... Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme. Fait que moi, quand il y a des gens qui idéalisent ça, je comprends, je ferais pareil. Je l'idéalise aussi, le monde des arts, je l'adore, là, mais pour être dedans, je suis comme, c'est souvent difficile. Là. Puis j'aurais aimé ça, être psychologue. Non, Puis juste. C'est ça ton plan B quand tu disais. Ouais, c'était ça mon plan B. Des fois, je regarde les cours. Je veux-tu m'inscrire? Aller faire 10 ans de bac aller faire 10 ans de. Pour ma fin de vie. Je me vois ça en fin de carrière, là, devenir psychologue. Là. En même temps, je fais beaucoup plus confiance à un ou une psychologue qui a de l'âge que la personne qui vient de sortir de son cours. Fait. Je sais pas, mais c'est un trip. C'est ça. Dans une autre vie. Je pense pas me réorienter. Là, j'adore ce que je fais, mais c'est ça. Oui. Mais des fois, j'ai le goût de. Hey, j'aimerais ça que ma carrière m'habite pas autant. Ben oui. Ouais. C'est tellement compréhensible. Oh mon Dieu. Puis en même temps, je suis hyperactive. Puis c'est sûr que. Mais pour un cerveau hyperactif, je pense que l'art, c'est tellement cool. Stimulant. Hein? Ben oui. Moi, des fois, ma famille ne comprenne pas vraiment ce que je fais. Puis des fois, ils viennent chez nous. Puis c'est ça, aujourd'hui. Mettons, mon frère, il est venu chez nous souvent cet hiver. Puis il nous regardait écrire. Puis il était comme, c'est ça votre job? On est comme, ben oui, on parle de personnages qui n'existent pas à journée longue. C'est génial, genre, non? On est payé en ce moment pour dire, non, Pénélope ferait jamais ça. Non, mais Camille, elle ferait ça. Non, mais Pénélope, non, elle dirait pas ça. T'sais, on est payé pour ça, c'est incroyable. Oui. Mais quand t'arrives à l'être, à être payé mais c'est pour ça que je me pince encore là, d'avoir cette chance-là d'en vivre en ce moment. Tu sais, j'en vis, mais j'en vis à cause de la pub, là, honnêtement. Là, j'en vis pas juste de la fiction. Oui, c'est ça. Tu fais des voix beaucoup. Je fais des voix de pub beaucoup. Puis pour certaines compagnies que je nommerai pas ici, parce que ça se paye, cette voix-là. Oui. Mais oui, c'est ça. On t'a fait dans des publicités. C'est Philadelphia, je pense. Oui, avec Sophie Fauché qui est décédée hier. Oui, je sais, c'est ça. Je pense que j'ai dû penser. Quelle femme, ouais. Non, je suis Philadelphia, j'avais fait ça, avec elle. Ouais, puis ici, là, en tout cas, je veux dire, j'ai pas Oui, c'est ça. Ben, la pub me permet un peu de respirer sur mes projets créatifs, justement. C'est ça. On te voit ici et là. Ici et là. Une fois qu'on t'a vu puis qu'on a mémorisé ton visage, j'ai l'impression qu'on le reconnaît, là. La fille des pubs. On m'a déjà dit ça, puis j'ai fait c'est le temps d'arrêter.